Mesdames, Messieurs, bel bonjour, bel bonsoir. Bonjour, bonsoir. Merci de nous suivre, merci d'être avec nous. Cette émission, ce rendez-vous que je vous offre à Alfonso Noula, c'est un espace de libre-échange, de liberté. On libère la parole. On vous donne la parole également si vous voulez participer. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, nous allons faire un petit coup de projecteur sur Thierry Claveau. Thierry Claveau, bonjour, bonsoir, comme on dit, avec le décalage horaire. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, sans problème. Bonjour Alfonso. Tu es originaire de Saint-Pierre, tu es Pierrotin, tu es né à Saint-Pierre parce qu'il y a des gens qui Mama et Saint-Pierre, qui sont de Saint-Pierre, ils sont nés à Fort-de-France, mais toi, tu es né à Saint-Pierre. On se dit-tu, hein? Oui, oui, bien sûr, absolument. Non, je suis né à Saint-Pierre, comme pas mal de Kaouésiens d'ailleurs, puisqu'à Absolument. l'époque, c'est là où se trouvait la maternité. Bon. Et je fais un petit coucou au passage à mon ami Raymond Miret, qui est né au Kaobé. C'est le premier né de l'hôpital du Kaobé, quand on a créé l'hôpital du Kaobé. Donc, beaucoup disent qu'ils sont du Kaobé, mais même le maire du Kaobé, il n'est pas né au Kaobé, il est né au Lorrain. Ben oui, oui, ça vous étonne. L'ancien maire du Marin, le sénateur Rodolphe Désiré, est né au Lorrain aussi. Donc, ça ne signifie absolument rien. Nous sommes des Martiniquais. Bon, c'est vrai que j'ai vécu toute ma jeunesse à Saint-Pierre. J'ai eu mes années bonheur à Saint-Pierre. Saint-Pierre est bien sûr le lieu où j'ai eu mes amis, où je suis né à la maternité et où j'ai vécu avec mes parents, mes frères, mes soeurs, mes copains, mes amis. Vous êtes 6 dans la famille, dont deux sœurs et quatre frères. Ben, on est 4 frères et deux sœurs, effectivement. 2 filles, 4 garçons et 2 filles. Parle-nous un petit peu de ton enfance à Saint-Pierre. Comment tu étais? Ben, avec les frères et sœurs, avec ta maman? J'étais assez studieux parce que je n'étais pas un garçon qui était très, comment dirais-je, je ne peux pas dire que j'étais un garçon qui était très ouvert. Je n'étais pas fermé, mais je n'étais pas très ouvert. J'étais plutôt assez studieux, assez sérieux. Et mes frères et sœurs, en fait, nous sommes issus d'une famille recomposée, hein, puisque ma mère a eu 4 enfants d'un premier lit, et ensuite elle a rencontré mon père, et elle a eu 2 enfants, c'est-à-dire mon frère et moi-même. En fait, d'abord moi, ensuite mon frère, Christian, qui est connu aussi dans le coin, et qui habite maintenant à Châteauneuf-de-Gadagne, dans le sud de la France. Et nous sommes, non, avec mes frères, c'est-à-dire que j'ai un frère qui est très âgé, parce que ma mère nous a eu tard. Et j'ai aussi une sœur du côté de mon père, une sœur qui est plus âgée que ma mère. Elle est encore vivante, elle doit avoir 92 ans et elle est en parfaite forme, parce que mon père avait 28 ans de différence avec ma mère et mon père a eu cet enfant quand il avait 19 ou 20 ans et mon père est de 1904. Il est mort en 1974 et ma mère est morte en 2007 et voilà. Donc, non, une jeunesse tout à fait studieuse dans un contexte qui n'est plus le même, bien entendu, avec des amis, très peu d'amis au départ, et ensuite, bon, les choses se sont étouffées un petit peu. Voilà, c'est ce que je peux dire encore. Voilà, tu es du quartier de Mouillage, je crois. Non, pas du tout, je suis du centre. Du Je centre. suis de la rue Bouillet. Ouais, je suis du centre de ouais. Saint-Pierre, la rue Bouillet. Et cette rue Bouillet où se trouve notamment le musée de Saint-Pierre, les Wynn et puis et tout ça. Donc, et la mairie aussi, non loin. Et donc, je suis du centre. Voilà. C'est une fierté d'être Pierrotin quand on t'entend parler de Saint-Pierre, ville d'art et d'histoire. Là, ça, c'est une autre affaire. La ville d'art et d'histoire est venue bien longtemps après. Bien longtemps. C'est un choix qui a été fait par nos mandataires politiques de l'époque et ce qui vaut ce qu'il vaut. Hein? Parce qu'il ne s'agit pas d'être ville d'art et de dire oui, on est ville d'art et d'histoire et ne pas mettre les moyens derrière et de ne pas se donner les moyens de garder ce label. En même temps, ce label présente certains avantages sur le plan international, mais crée des problèmes aux personnes qui habitent la ville, parce que ce n'est pas évident de construire, ce n'est pas évident, il faut respecter un certain nombre de règles, etc. etc. Donc, bon. Ouais, mais pour les touristes, c'est bien? Comment? Pour les touristes, c'est bien quand même. Pas pour les touristes, c'est pour la notoriété de la ville.
ça fait venir pardon, des touristes, ça fait venir du monde, ça fait connaître la ville au niveau international. C'est très bien, mais sauf que je ne sais pas si tu te rappelles à l'époque, quand on avait fait le tourisme venir, enfin, on avait commencé avec le tourisme à la Martinique, ce n'était pas accepté parce que la population prenait ça comme une espèce ils prenaient ça comme une agression, et les gens ont appris à accueillir les gens en Martinique. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais le tourisme n'était pas toujours accepté. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut pas prendre des décisions comme ça à l'emporte-pièce. C'est ce que, d'ailleurs, on va développer, j'espère, lors de notre rencontre, parce qu'on a fait la ville d'art et d'histoire, c'est merveilleux, mais on n'a pas vraiment mis des mesures d'accompagnement. Tu comprends? Il faut associer la population à ce type d'initiatives qui sont bonnes, mais qui, après, ça foire parce que la population ne suit pas. Tu comprends? C'est difficile. Parce que quand on a voulu faire venir le touriste ici, il était difficile d'accepter que l'étranger qui arrive et ceci, qu'est-ce qu'il vient faire? Les gens ne comprenaient pas. Les gens accueillaient mal les gens à l'époque. Maintenant, tu viens en Martinique, tu es bien accueilli, parce que les gens ont compris le sens. Tu vois? Il faut bien, voilà. Il faut de la pédagogie. Ah, mais c'est clair. Et c'est Danton qui disait, après le peuple, c'est l'éducation. Pas après le peuple, après le pain, pardon, c'est l'éducation. C'est Danton. Bon, je cite Danton, c'est pas le meilleur, mais bon, Danton a été dans l'histoire de France quand même un personnage. Donc, il disait souvent, après le pain, c'est l'éducation. Voilà. J'ai fait des recherches concernant Saint-Pierre. Il y a eu pas mal de maires. Il y a eu maintenant, actuellement, c'est le Christian Raffa. Il y a eu avant Christian Raffa Raphaël Martin. Il y a eu également Louis-Pierre Charles. Il y a eu dans les années 77-88, il y a eu Jean Maurice. Hein, il y a eu également Eugène Pierre-Charles. Vers le 1945, il y a eu Paul Pierre-Charles également. Mais j'ai retenu, si moment après, comme on dit, deux femmes. Le prénom, c'est Hyacinthe. Il y a eu deux femmes le 17 mai 1896 jusqu'à février 1922. Il y a eu Hyacinthe Nicole et en 1871, Hyacinthe Gérard. Tu confirmes? Là, vraiment, tu m'apprends une nouvelle. Je te remercie, Alfonso, parce que sans toi, je n'aurais pas su ça. Et oui, je connais l'histoire. Je peux te raconter des histoires. Il y en a eu d'autres, j'ai cité oui, quelques mais moi, maires. je n'ai pas connaissance de ça. Je n'ai jamais, de toute honnêteté, je n'ai jamais eu connaissance de ces informations. Je suis très heureux que Saint-Pierre ait été avant-gardiste sur ce point-là, parce que c'est vrai on dit qu'il n'y a pas suffisamment de femmes. Parce que les femmes, ce sont elles, pardon, qui doivent s'investir. C'est pas, on ne vient pas et puis on dit, mais comme il y a si je comprends bien, les femmes, elles étaient au combat quand même. Oui, c'est très bien. Très bien. C'est pour ça que je dis que Saint-Pierre était avant-gardiste par rapport à d'autres territoires, d'autres communes. Et c'est très bien. C'est très, très bien. Mais je ne peux pas vraiment parler de ces choses-là parce que ce ne sont pas des informations que je connais. Tu m'as parlé de Eugène Pierre-Charles. Ce sont des personnages qui ont marqué ma tendre jeunesse. Absolument. Parce que c'était un personnage haut en couleur. Eugène Pierre-Charles est le père de Roland Pierre-Charles, qui a été le musicien très connu à la Martinique, de Philippe Pierre-Charles, qui est un spécialiste de renom. Mais Eugène Pierre-Charles, c'était un personnage qui a marqué Saint-Pierre parce que c'est un garçon, enfin je dis un garçon, c'est sympathique, il est déjà décédé, paix à son âme, qui avait su faire respecter Saint-Pierre. Bon, un peu spécial, un peu trivial dans le style, le gars qui engueulait les gens, mais aussi, il faisait comprendre à la population qu'elle ne pouvait pas être indéfiniment à quémander. Par exemple, vous veniez à la mairie demander, il vous engueulait, il disait, attendez, apprenez à vous débrouiller. On n'avait pas cette culture du temps d'Eugène Pierre-Charles, la culture du clientélisme. Ça n'existait pas avec Eugène Pierre-Charles. Et c'était un personnage haut en couleur. Je me rappelle d'une élection où, à l'époque, parce que souvent on ne parle pas de ça, aujourd'hui on se présente dans une commune, mais à l'époque on pouvait se présenter dans 2 ou 3 communes. On pouvait être candidat dans plusieurs communes. Et Albert Joyaux, qui a été maire du Prêcheur très connu, s'était présenté à Saint-Pierre, en même temps qu'au Prêcheur. Et quand il est arrivé dans le bureau de vote, il dit à Eugène Pierre-Charles, mais Eugène, c'est pas comme ça mon gars fait élection. Alors Eugène Pierre-Charles qui lui dit, venez plus près mon tour, vous va faire élection, il faut tailler en calotte, bah! Et puis il lui a dit, actuellement c'est comme ça, on va faire élection, alors sortez du bureau. Et c'était comme ça Eugène Pierre-Charles. Eugène Pierre-Charles était celui aussi
qui avait giflé aussi feu Pierre Zobda Kitman, que tu dois connaître certainement sous le nom de l'hôpital. L'hôpital actuel. Pierre Zobda Kitman a été conseiller général du Lamentin. Oui, Hein, tout à fait. et il avait foutu un soufflet en pleine séance du conseil général. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que Eugène Pierre Charles était un personnage qui, à mon avis, bon, c'était l'époque, hein, c'était Michel Ouénard, c'était toute cette époque-là aussi. Hein. Michel Ouénard était un petit peu plus jeune, mais Eugène Pierre Charles est celui, et je salue sa mémoire parce que beaucoup de gens l'ont détesté parce que c'était un gars un peu violent, avec un verbe un peu. Mais c'est le gars qui est quand même qui a quitté son poste de fonctionnaire des contributions à l'époque pour venir à Saint-Pierre pour se mettre au service de Saint-Pierre. Ça veut dire qu'il a presque démissionné, quitté son poste. Il est resté sans salaire pour venir à Saint-Pierre. Et beaucoup de gens ne parlent pas de ça, ne disent pas ça parce qu'on ne connaît pas ça. Et c'est Roland Pierre Charles qui m'a raconté ça, bien sûr. Je n'ai pas connu ça, il était trop jeune. Voilà. Et il a été battu par Jean-Maurice. Jean-Maurice, je veux quand même dire deux mots sur Jean-Maurice. Absolument. C'est formidable, adorable, gentil, un gars qui s'était dévoué totalement. C'est-à-dire qu'il mangeait, il était à table avec sa famille, on l'appelait, il venait. C'était vraiment un gars, c'est le gars, près du peuple. Ah oui, très, très près du peuple. Et c'est celui qui m'a donné ma chance aussi. Parce que c'est lui qui m'a embauché dans l'administration, non pas à la mairie de Saint-Pierre, mais il m'a embauché comme salarié de la mairie de Saint-Pierre et à la perception, à la disposition de la perception de Saint-Pierre. C'est tout à fait. Donc, je veux saluer aussi. Et puis, il a fait beaucoup de choses à Saint-Pierre, beaucoup, beaucoup de choses. Contrairement, on l'a sous-estimé au départ, mais c'est un garçon qui a été formidable. Mais parlons de solidarité à Saint-Pierre. Ça existe toujours, cette solidarité, ce partage entre les différents quartiers? Ah non, j'ai connu. Ah non, ça existait parce que, et d'ailleurs, sur toute la Martinique, c'était ça notre force. On n'avait pas d'argent, mais on était riche en solidarité parce que ma mère faisait de la soupe, par exemple, c'était tout le quartier qui mangeait. Quand on faisait de ce qu'on appelait du tapioca, les enfants ne mangent plus ça maintenant, les crèmes de tapioca. Ben, il y avait les voisins, les copains qui étaient à côté, que je ne nommerai pas parce que je n'ai pas envie de… La crème de farine de maïs aussi. De maïs aussi. Eh ben, ma maman servait tout le monde. Et c'était comme ça, on vivait comme ça. On tuait un cochon, ben, on se séparait. On ne connaissait pas, on ne vendait pas. Les mandarines, les fruits, tout ça. Ah oui, ça c'est clair. Donc, on avait une espèce de solidarité spontanée. On se parlait. D'abord, à l'époque, la télé commençait à 18h. Hein? Et donc, on avait le temps de sortir à l'extérieur, de se voir. Et puis, maman Kadou allait baigner avant. Il fallait se baigner avant. Oui, il fallait se baigner avant, et puis il fallait rentrer après une certaine heure. Il fallait, tu vois, puis on prenait le 4 heures ensemble. Donc on restait jusqu'à 18h, jusqu'à ce que la télé commence. Et à l'époque, la télé commençait par Maya l'éléphant. Vous voyez, je ne veux pas dire Maya l'abeille. Les gens ont connu Maya l'abeille, mais c'était Maya l'éléphant. Et d'ailleurs, il y a des copines, les enfants de Yolande Blazes. Madame Yolande, que tu connais au Kaobé, là. Sa fille s'appelle Maya par rapport à ça. Hein? Et donc, c'est pour te dire. Il y a eu Poli en Tunisie, Poli en Espagne. Ah oui, il y a eu tout ça. Mais moi, je dis de ce dont je me rappelle. Et c'est vrai que c'était assez. Il y avait on n'était pas riche, mais on était riche en amour et en attention, en solidarité. Aujourd'hui, on a un peu perdu. Je ne veux pas dire que c'était mieux avant, comme disait Jean d'Ormesson. Je ne sais pas si vraiment c'était mieux, mais en tout cas, il y avait plus d'humanité. Aujourd'hui, tout est numérisé, tu vois, on est loin l'un de l'autre. Moi, j'habite dans un immeuble, bon, je connais ma voisine parce qu'effectivement, elle est de Saint-Pierre comme moi, mais je ne connais pas vraiment les gens, on ne se parle pas. Ça a changé, la vie a changé. Ah oui, complètement. On est dans l'indifférence, même dans un travail, même dans un boulot. Souvent, on est assis dans son bureau, on ne se préoccupe pas de l'autre, on ne sait pas. C'est seulement, alors, vous voyez, j'ai déjà vu des collègues qui passent toute la journée, c'est lorsqu'il est 12h30, eh bien, bonjour, tu vas bien, alors que leur bureau est à 5 mètres. C'est incroyable, ça. Ça veut dire qu'on a passé toute la journée, même pas pour se dire bonjour. Vous voyez, c'est ça le problème. On va à l'église, on ne se salue pas, parce qu'on ne veut pas parler, parce qu'on veut pas, on est dans son coin, mais on va pour prier le Seigneur. Vous voyez, et c'est pas, moi, j'ai pas je regrette un peu cette ça manque un peu le respect. Non, ça c'est clair, parce qu'aujourd'hui, les enfants n'ont aucun respect pour rien. Et ça vient du laxisme aussi des parents. Parce que nous, nos parents, quel que soit ce qu'il en est, on avait
on avait un voisin avec lequel les parents étaient pas bien, ben, nous, on devait dire bonjour. Hein. Ça, ce n'est pas notre problème. Et nous, aujourd'hui, les enfants jubilent devant le maire, devant le prêtre, devant n'importe qui. Ils n'ont aucun respect de la valeur des choses. Après, bon, bon, on va dire, on va pas se plaindre de ça, parce que ça fait partie de l'évolution malheureusement un peu négative des choses. Mais bon, moi, je n'ai pas la prétention de changer. Voilà. Mais moi, je garde les valeurs que comment dire, les valeurs que ma mère, mes parents m'ont données. Oui, en parlant de ta mère, je prends la balle au bon, comme on dit. J'ai appris aussi, ta maman, elle voulait que vous parliez le français. Ah oui, non, mais attends, Les frères et sœurs, je quand viens je de dis vous, dire, c'est… je suis de 66. 66, c'est la génération encore où les Il parents fallait se absolument parler le respectaient. français. Ah oui, non, mais on parle le français, on ne parle pas le créole chez nos parents. On ne dit même pas tout. On ne dit rien du tout. Et c'est vrai que nous, on a été élevés comme ça. On respectait nos parents. Parler créole, c'était bon. Pour eux, c'était pas bon. Bon, parce que ça déformait notre français, ça nous empêchait, puis c'était pas bon. C'était comme ça. Bon. Je dis, on ne peut pas le créole, hein, c'est pas une pièce problème ça. Même à la fin, j'ai parlé créole à ma mère. La première fois que j'ai parlé créole à ma mère, j'étais très gêné. Mais c'est arrivé. C'est arrivé. Euh, Puisqu'on est un petit peu, on se baigne un petit peu dans le passé, parce qu'on peut parler du football, puisque l'assaut de Saint-Pierre, ça a été une très, très, très belle et bonne équipe. Je me souviens dans les années, enfin, je me souviens, j'en ai entendu parler dans les années 60, bon, pour retenir, hein, puisqu'on on parlait des Ludbert, comme Roger Ludbert, il y a même des rendez-vous avec, pour parler de Ludbert, Roger également Yvon. On a parlé également des Jean-Joseph. Il y a eu un très bon entraîneur dans les années 60 qui s'appelait Frédéric Bezzi. La famille Bezzi, tu connais? J'ai connu, très bien, très bien. Et d'ailleurs, c'est assez émouvant ce que tu dis, parce que c'est Betty était Et Alexandre Vestris Mouret. aussi, Vestris. Bien sûr, les vestris. Mais moi, Betty, j'en parle, parce que je vais t'expliquer pourquoi rapidement. Parce que il me connaissait gamin, bon, comme ça, mais c'était pas bon, c'était un grand monsieur. Et tu sais, j'ai découvert par un hasard, mais vraiment extraordinaire. Tu sais, ma vie a été beaucoup, il y a eu beaucoup de hasard, on va dire, en fait. On va y revenir. Mais Betzi, à sa mort, j'ai découvert qu'Alexandre Mouguès, qui a été maire du Carbet, dont j'ai été le directeur de cabinet et que je considère comme mon père, Alex, que je considère beaucoup, quoi, c'est pour cette façon de vous le dire. Et Betzi était un ami très proche d'Alexandre Mouguès. Et j'ai appris son décès, enfin, quelques temps avant, il était venu à la mairie. À la mairie, je l'ai vu, et puis bon, il était un peu fatigué. Mais je me souviens de lui, bien sûr, au départ, comment je l'ai connu, parce que mon frère, Paul Lachoumia, a été joueur de l'hôpital, de la La Saute Sainte-Saint-Pierre. Saint-Pierre, oui. Et mon frère, et c'était Betzi, c'était l'époque de Betzi. Et c'est vrai que c'est un monsieur qui aimait beaucoup mon frère Paul et qui est un monsieur très, très sympathique. Et j'ai gardé un très bon souvenir de lui. Formidable. Formidable. Et puis, il faut dire que la Saute Saint-Pierre, qui a gagné par 2 reprises pour zone, concernant la Coupe de France zone Martinique, je crois que c'était en 1966 et Oui, également en 1985, on a suivi. oui, avec Yvon Chaumet, Ils en vont fait, changer. tous ces gars-là, Yvon Lubert, tous ces gens-là, à l'époque. Mais c'était, bon, que veux-tu, il y avait pas de réseaux sociaux, il y avait pas de télévision, il n'y avait rien, donc il fallait bien s'occuper. Alors, les gens étaient très actifs sur le terrain, puisque, bon, à l'époque, il y avait très peu de possibilités d'amusement, et voilà. Voilà. Maintenant, je vais te demander de nous dresser ton parcours scolaire, voilà, et étudiant, puisque j'ai appris que tu as, fait pratiquement ton école à Saint-Pierre, au collège Louis Delgrès. Oui. Et après, Alors, alors, bien sûr, j'étais aux écoles à Saint-Pierre, hein, comme tous les Pirotés de l'époque. Hein, et ma mère était ATSEM, agent des écoles, et à la maternelle de Saint-Pierre, Saint-Pierre. où j'étais bien sûr le roi, puisque ma mère était à l'école. Hein, tu penses bien, hein, j'étais un enfant turbulent à l'école, de 4 ans, effectivement, j'étais turbulent. Mais ma mère en avait plus qu'assez. Mais bon, et puis après, bon, chemin faisant, bon, j'ai été à l'école
où j'ai été au cours préparatoire avec Madame Nordin, qui l'a toujours d'ailleurs, qui est demoiselle Blamem, qui est la tante de Michael Blamem, que tu connais. Tout à fait, que je connais. Et tante Dédé, qu'on l'appelle maintenant. Je l'appelle tante Dédé, mais attention, hein, ça ne rigolait pas, hein, la maman de Franck Nordin. Et ce sont des souvenirs extraordinaires. Ce sont des gens qui nous ont appris à lire, mais attention, ça ne rigolait pas. Et pour eux, l'objectif, c'était de nous faire apprendre à lire et à écrire. Et ça, c'était vraiment une mission pour eux, tu vois. Et à l'époque, il y avait des instituteurs très sévères. Il y avait Madame Carmen Hérin, il y avait tous ces gens-là. Et j'en passais des meilleurs. Bon, il y avait Labinsky. Bon, et puis, il y avait Colson, M. Colson, qui a été mon instituteur du CM2. Nous étions toute une bande. Est-ce que son nom a un rapport avec l'hôpital Colson? Pas du tout. Non, pas du tout. Ça, Je ne sais pas. C'est un métro, hein, c'est un blanc de France. Et il était vraiment génial. Madame Lafosse-Marin, je ne sais même pas ce que ces gens-là sont devenus. Madame Tirsi, qui me donnait des cours avec ma propre ceinture. Ah non, mais ça rigolait pas. Hein. Ça rigolait pas. Et on était peut-être un petit peu traumatisés par ces gens-là, mais aujourd'hui, on se rend compte de l'impérieuse nécessité de leur sévérité, parce que ça ne rigolait pas. Bon, et puis après, il y a eu le collège de Saint-Pierre, où j'ai connu monsieur Tubac, qui était le principal du collège, et sa femme qui faisait classe aussi, et son fils, Alexandre Tubac, je crois. Et il y avait toute l'équipe de l'époque. Il y avait monsieur de Fabrique, c'était les vieux, les anciens, Roger de Fabrique. Il y avait, je ne sais plus qui encore que j'ai connu. Et puis, il y a Michel Timon. Hein, ça vous paraît peut-être à machin, mais Michel Timon qui était un rigolo, mais attention, quand il enseignait, ce n'était pas un rigolo. Hein. Il était professeur d'histoire et je vous dis sincèrement, je ne sais pas s'il va voir ce reportage. Absolument, je pense que je lui envoie toute ma sympathie et toute ma reconnaissance parce que je me rappelle quand il nous racontait l'histoire, en fait, on ne s'endormait pas. C'était presque une forme de coup théâtral. C'est un show. Voilà, c'est un show. Voilà, exactement. Merci. C'est un show parce que, par exemple, quand il nous disait les différentes étapes de l'histoire, au niveau de avant la Révolution, il disait après la mort de Fleury, par exemple, le cardinal de Fleury qui a été un peu Premier ministre. Il disait, après la mort de Fleury, et puis il faisait un petit commentaire. Ah ouais, parce qu'il partait bien longtemps, ça faisait ravier. Et c'était comme ça. Il vous envoyait en interrogation orale sur la leçon. Eh bien, il vous disait, il commence à vous dévisager en vous disant, Gamici, Annie, d'une côtelée, ça et ça. Et puis, tu vois, mais on ne va jamais retrouver ça. Je dis ça parce que Michel Timon, peut-être que je ne lui ai jamais dit, mais j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon professeur. Parce que grâce à lui, j'ai 55 ans aujourd'hui, je me souviens encore de toutes mes leçons d'histoire. Et je suis fier d'ailleurs de dire aux jeunes aujourd'hui, telle chose de leur raconter. Bon, il y avait bien d'autres choses, d'autres personnes également. Hein. Il y avait une dame qui était en sciences dont je ne me rappelle plus le nom. Et enfin, bref, il y avait monsieur. On a eu Madame Marquez aussi, qui a enseigné au Carbet également. Ah, je ne sais pas, je ne connais pas Madame Marquez, qui est de Saint-Pierre. Mais à son âme. Oui, très bien. Mais on avait monsieur Hénal, qui était le principal aussi, à un moment donné, qui est un black, un homme bien debout, etc., très, très attentionné, qui surveillait la tenue des élèves, jusqu'à la tenue. Et ça ne rigolait pas. Hein. Il y avait Madame Lecomte, Madame Lecomte, qui était professeure d'anglais, enfin bref. Et puis Madame, mon Dieu, j'allais l'oublier, Madame Louisy, Madame Servet, Berthe, et m'a dit Berthe, m'a pas oublié le prénom. Bref, et Madame Servet, qui était notre professeure, en fait, on l'appelait Madame Louisy, mais elle divorçait après, et Madame Roberte Servet, parce qu'elle a repris son nom de jeune fille, mais c'était Madame Louisy, et c'est elle qui nous a appris à faire un houlet, à savoir comment coudre, comment faire la cuisine. Aujourd'hui, je fais un pain au beurre. Vous voyez souvent quand je mets sur mes trucs des photos de pain au beurre, mais c'est grâce à Madame Louisy. Elle est morte, ça fait pas longtemps. Ça doit faire 1 an qu'elle est morte. Tu as fait l'école hôtelière en parlant de… Et j'ai fait, après, justement, j'ai fait l'école hôtelière, et c'est grâce un petit peu à elle
que j'étais à l'école hôtelière de la Martinique, la vraie école, celle de M. Serra, M. Georges Serra, qui est mort d'ailleurs. Sa femme est toujours vivante et je suis toujours en relation avec elle. Et nous étions toute une bonne, hein, avec Jean-Michel Legendard, il y avait Jean-Philippe Duciel. C'est là que j'ai connu Jean-Philippe et tous ces gens-là. Et c'est d'ailleurs c'est par ce biais-là que je suis arrivé au Carbet. C'est ce salopard de Jean-Philippe. On va en parler tout à On l'heure. va y arriver. Mais On va y après, arriver. ensuite, quand j'ai laissé l'école hôtelière, je me suis senti un peu. En fait, je n'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé l'école hôtelière. Pourquoi? Parce que j'avais l'impression que j'allais apprendre l'hôtellerie, mais à un certain niveau. Et j'ai constaté que le niveau n'était pas très haut. Je m'excuse de le dire, que personne ne se sente choqué, mais j'étais. C'est parti au campus. Je suis allé directement sur le campus parce qu'avant d'aller sur le campus, j'ai été embauché à l'époque à la perception de Saint-Pierre, payé par la mairie de Saint-Pierre. C'était Mme Rémi Zéphir Séverine, qui était secrétaire général de la ville de Saint-Pierre, qui m'avait proposé cet emploi et qui m'a dit à toi, je ferai de toi un secrétaire général de mairie. Comme ça, j'avais quel âge? 18 ans. Et donc, je suis allé et je me suis inscrit en cours du soir pour préparer la capacité en droit, qui est l'équivalent du bac. Et après, chemin faisant, j'ai préparé le DUG et ensuite la licence en droit et la licence d'administration publique. Voilà. Donc, en gros, voilà mon parcours, si je puis dire. Et puis, bien sûr, je suis resté dans la territoriale comme ça, comme jusqu'à aujourd'hui. Voilà, tu as travaillé également à Basse-Pointe en tant que Alors directeur. oui, alors, bien longtemps avant Basse-Pointe, quand j'ai quitté la perception, alors comme je suis un personnage assez particulier, parce que je te l'ai dit, hein, je suis tu ne restes pas au même endroit, il faut que tu changes. Non, ce n'est pas tellement ça, mais il y a aussi ça, mais il y a aussi le fait que je suis des fois je ne sais pas comment qualifier, le mot ne me vient pas, mais je ne me laisse pas faire, en fait. Alors, le percepteur de Saint-Pierre, qui était M. Boujac, hein, entre-temps, il y a eu M. Divon avant lui, qui était dur peut-être, mais M. Divon, je l'aimais beaucoup parce que c'est lui qui m'a appris, qui m'a donné les valeurs. Parce que sans l'aide de ces gens-là, sans l'exemple de ces gens-là, jamais je n'aurais été là où je suis aujourd'hui. Et c'était la rigueur. M. Divon, il ne rigolait pas, il fallait faire ses affaires, il fallait toujours, et il donnait de très bons conseils. Et puis, je me suis brouillé avec M. Boujac. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'avait dit un jour, un truc qui m'avait déplu, et puis j'ai foutu le camp. J'ai quitté la perception. Et après ça, j'ai travaillé à la perception de Trinité avec M. Georges Barré, qui est mort entre-temps, qui a été un très grand percepteur. Hein, et je montais tous les matins à la perception. J'arrivais tous les jours à l'heure, hein, parce qu'il fallait commencer à 7 heures. Et j'étais déjà là. Je sortais de Saint-Pierre pour monter à Trinité. Bon. Et ensuite, quand j'ai laissé Trinité, je suis resté... j'ai été embauché par le maire du... Non, pas le maire. J'ai été embauché d'abord à l'hôpital de Colson, où j'étais chargé de l'inventaire général. Et pendant que j'étais à l'hôpital de Colson, j'ai été appelé par le maire du Montrouge, sans faire de demande, d'ailleurs, que je salue au passage, le maire du Montrouge de l'époque, qui était M. Pierre Petit, et qui m'a demandé de venir à la comptabilité. Et je suis resté là 3 ans à peu près. Et pendant que j'étais au Montrouge, le maire de l'époque de Bellefontaine m'avait demandé de venir pour être secrétaire de mairie, et M. Ernest Renard, père à son âme, et qui m'avait demandé d'être secrétaire de mairie. Et j'ai été secrétaire de mairie à Bellefontaine. Et après, je suis resté un petit moment sans travailler. C'était un contrat. Donc, je devais revenir au Montrouge, mais bon, on ne va pas se prendre la tête. Bon, ce n'était pas aussi évident. Puis après, j'étais au Carbet. Au Carbet, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou… Ouais, tu peux en parler, tu peux en parler. Voilà, donc le Carbet, donc j'étais embauché à l'époque sous pression de la majorité de l'époque, parce que comme j'avais beaucoup aidé Loulou Laferronnet, et Loulou Laferronnet ne voulait pas m'embaucher, certainement parce que sa secrétaire de mairie de l'époque, que j'aime bien, avec qui je suis très bien maintenant, n'était peut-être pas trop d'accord, je ne sais pas pour quelle raison, bon, on ne va pas polémiquer, mais bon, en tout état de cause, il ne voulait pas. Bon, il ne voulait peut-être pas parce que non plus, parce que j'étais trop proche de M. Bali. Bon, et donc finalement, il m'a embauché parce que les conseillers municipaux de l'opposition, de la majorité, 14 conseillers lui ont menacé de démissionner. Et c'est comme ça qu'il m'a embauché. Bon, alors donc, voilà, donc j'arrive à la mairie du Carbet.
avec mon expérience et tout ça. Bon, c'est vrai qu'à la mairie du Carbet, c'était un petit peu fermé, chacun était dans son coin, etc. Bon, on a fait du bon boulot. Et puis, voilà, donc la première mandature, la mandature de M. Lafferonnet est finie. Et donc, M. Lafferonnet est battu par M. Mouyès. M. Mouyès qui avait été précédemment battu par M. Lafferonnet. Et M. Mouyès arrive aux affaires, donc je le vois, je dis, M. Mouyès, vous savez très bien qu'on n'est pas d'accord, donc je ne vais pas vous faire de difficultés, vous avez la légitimité du peuple, vous avez été élu, donc je vous présente ma démission. Et M. Mouyès qui me dit, mais non, mais écoutez, il semblerait que vous êtes bon, que vous êtes compétent, et que, etc., etc. Bon, je te passe les détails, hein. Et puis… Est-ce qu'on peut écouter quelque chose? Oui, je t'en prie. Juste un extrait. De m'avoir permis de m'exprimer librement sur ces ondes, en espérant vivement que la bataille électorale soit terminée et que le Carbet puisse enfin travailler en paix et dans l'union la plus fraternelle, je vous demande donc de cesser ces querelles ridicules que vous entretenez avec moi et vous souhaite de réussir le Carbet comme vous l'avez si bien souligné durant votre campagne. Merci et je suis à votre disposition, M. Pierre-Léon. Je suis désolé. Voilà, tu te souviens de cette intervention? Attends, je peux te dire pire. Le pire, c'est que j'ai été délégué du préfet pour les listes électorales. Et c'est sous mes rapports que le tribunal administratif a annulé, avec ceux de feu André Banguio, qu'on a réussi à obtenir l'annulation des élections de M. Mouyès. Et avec ça, M. Mouyès aurait pu être poursuivi au tribunal pénal pour fraude électorale, ce que nous n'avons pas fait parce que, bon, à l'époque, on avait quand même un modérateur qui était M. Bali et qui disait qu'il ne fallait pas s'acharner. OK? Bon, alors, mais j'étais un adversaire de M. Mouyès et je suis fier de dire aujourd'hui que M. Mouyès est un ami et M. Mouyès, contrairement à ce que tous les gens ont toujours dit et l'ont toujours maltraité en disant qu'il était méchant, il était ceci, est un homme extrêmement intelligent. Et je prends pour exemple notamment une personne qui m'avait toujours dit ça, c'est Mme Huguette Cardon. Elle me disait toujours, mais vous êtes M. Mouyès, M. Mouyès, vous embêtez M. Mouyès, mais M. Mouyès c'est un bon bout, vraiment sûr que l'avocat, sous tes travail M. Mouyès, c'est qu'elle travaille très bien, M. Mouyès. C'est elle qui m'a dit ça un jour. Et ça s'est fait, effectivement. Quand il m'a dit, écoutez, M. Claveau, je crois pouvoir vous faire confiance. Venez, je vous emmène dans ma voiture. Il m'a embarqué dans sa voiture. Et il est parti, on est allé faire un tour du Carbet. Il m'a dit, est-ce que j'ai votre parole? Parce que tout le monde me dit qu'il faut que je vous garde. J'ai dit, je n'ai qu'une parole et je vous la donne. Et le lendemain, il est venu, il m'a dit, écoutez, Claveau, je fais de vous mon directeur de cabinet. Vous voulez, monsieur le maire, je suis à votre disposition. Et puis aujourd'hui, nous sommes devenus comme fils et père. Et Alexandre Mouyès, c'est un garçon formidable qui a marqué son passage au Carbet. Et c'est l'un des derniers maires qui a travaillé le plus pour le Carbet. C'était une bête de gaz. C'est vraiment un gars qui travaille énormément, énormément. Et donc, par conséquent, je lui rends hommage. C'est vrai qu'il était un peu maladroit sous la forme, mais c'est que peut-être que comme c'est le gars qui s'est fait tout seul, parce que tu connais l'histoire de M. Mouyès. Oui, je connais très bien puisqu'on a, il a suivi beaucoup de… On a suivi. Ah oui, il a suivi beaucoup quand il était jeune, parce qu'il était noir, parce qu'il était petit, parce que ceci, parce qu'on ne voulait pas l'inscrire au barreau de Fort-de-France, alors qu'il avait déjà prêté serment à Paris. C'est effrayant de voir comment ce gars-là, il a fallu qu'il nourrisse sa famille et il a dû s'inscrire comme chargé d'enseignement sur le campus universitaire où il enseignait le droit pour pouvoir nourrir sa famille. Mais je vous dis, c'est vraiment l'homme qui s'est fait tout seul, qui s'est battu. Donc, c'est vrai que c'est difficile quand vous avez vécu cette vie et puis de voir des gens, peut-être que c'est ça qui l'a rendu un peu dur. Mais au fond, c'est un gars qui aime le Carbet et c'est un monsieur qui est vraiment, c'est un bosseur, c'est vraiment pas un fainéant. Voilà. On va revenir sur le Nord Caraïbe également, Carbet, Saint-Pierre, et puis il y a eu aussi des actualités. On ne pourra pas aborder tous les sujets puisqu'il faut des heures et des heures. Mais par contre, je vais revenir, puisqu'on parlait de Michel Tumon tout à l'heure là, il y a eu pas mal d'artistes à Saint-Pierre, comme Max Rancé, comme Michel Tumon, comme les frères Bernard B, on a connu Joby, et également Joël Hubert, qui est un excellent guitariste, Pierrotin. Oui,
Et tu as David Chantalou aussi. Il y avait David Ah oui. Chantalou et bien d'autres. Oui. Il y a Kali aussi qui est du Nord Et puis Caraïbe. Kali. Alors, Kali c'est le neveu de Max Rancé. Max Rancé est le frère de Madame Monerville, qui est la sœur de Max Rancé, qui est la mère de Kali qui s'appelle Monerville. Hein, c'est son nom. Et c'est une demoiselle Rancé. D'ailleurs, c'est elle qui a écrit cette fameuse chanson dont on Tinéan, c'est pour l'Amoria. Elle a écrit ça, elle a écrit Cœur d'un homme en lambeau. Elle a écrit plein de choses. Je ne sais pas quoi encore qu'elle a écrit, je ne me rappelle plus. Tout ce monde-là, quand je pense à Alex Martin également. Alex Martin, voilà, tout à fait. Il y a eu Tichal. Il y a eu aussi Jean-Michel Cabrimol, c'était un batteur aussi de Léopard. Les Léopards. Justement, en parlant de Léopard, ça te dit quelque chose? Écoute. Tichal qui a écrit ça. Voilà. Et en fait, Léopard avait cette fâcheuse habitude, je peux dire, de faire chanter les mounes, les défaits, tu vois, par exemple. Les habilleurs, saucissons. Voilà, des habilleurs, c'est une histoire. Il y a eu... L'Ouma Héchéen, où j'ai ma foi, qui avait une bande de copains qui refusaient la chasse, et puis avec un chien galeux, et puis leur a donné à manger le chien. Et toutes ces histoires-là, il y a eu aussi... entre Marc Minot et Alex Martin, il y avait une femme qui est la femme d'Alex Martin aujourd'hui. Comment elle s'appelle? J'oublie son nom. J'oublie son prénom. Et donc, Josette, pour Josette, Alex Martin a fait une chanson, je ne me rappelle plus laquelle, où il disait que c'est moi qui l'ai, quoi. Enfin, il fallait voir ça, c'est extraordinaire. Mais c'était comme ça. Léopard était connu, hein. Il ne fallait pas se faire voir. Si tu avais fait une connerie, tu passais. C'était comme ça. C'était l'époque extraordinaire. Oui, voilà. Et il s'entraînait juste à côté de chez moi parce que la mère de Josette, précisément, habitait à côté de chez moi, là où maintenant il y a une espèce on a mis un vétérinaire là, et une clinique vétérinaire. C'était chez les Bertrands. Et en fait, la mère habitait et eux, ils s'entraînaient au rez-de-chaussée. Et souvent, on était très heureux le dimanche de les entendre répéter. Et on entendait Max Rancé chanter l'indifférence. L'indifférence de Beko. Tout à fait. Mais il chantait ça presque comme Beko. Gilbert Beko, tout à fait. Ah oui, c'est extraordinaire. Voilà. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses. Il y a pas mal de sujets. Voilà. En tout cas, c'est ton émission, c'est ton rendez-vous. Mais j'aimerais revenir sur le Carbet. Pourquoi le Carbet? J'ai l'impression que tu aimes beaucoup le Carbet, puisque tu as présenté ta candidature les dernières élections municipales. Tu as annulé pour des raisons personnelles. Voilà, si tu as envie d'en parler, c'est toi. Et pourquoi le Carbet? Tu habites au Carbet également. Alors, le Carbet, pourquoi le Carbet? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir au Carbet? Alors, c'est ce fameux Jean-Philippe Duciel qu'on connaît. Hein, je suis le parrain de sa fille, c'est mon camarade de classe. Voilà quoi. Donc, il est venu et un jour, il m'a dit, Thierry, bon, écoute, hein, tu as l'air de bien te débrouiller en administration. Il y a une association de championnat local de vacances de football et qui est dirigée par José Rakami. Alors, je lui dis, c'est qui José Rakami? Il me dit, mais non, viens, on voit ces boucles-là. Voilà, il me présente José Rakami et je lui dis, et il me dit, oui, est-ce que je peux l'aider, tout ça, notamment pour taper les statues à l'époque, parce qu'à l'époque, pas ni ordinateur, pas ni tout ça, c'était machine avec une mécanique. Donc, je les ai aidés comme ça, c'est venu comme ça. Et chemin faisant, bien sûr, j'ai été élu secrétaire général de l'association. Et puis, on a fait de belles années du championnat local. Et à l'époque, je me rappelle une petite anecdote qui ne va pas peut-être plaire aux partisans de Loulou, mais Loulou Lafayette, qui était maire, refusait de nous mettre à notre disposition le stade. Alors, on a failli faire comme un forcing pour entrer sur le stade parce qu'on disait que bon, voilà, c'était bon. Ah oui, mais il fallait laisser la pelouse se reposer, ceci, cela. Bref. Mais en tout cas, à l'époque, on a mené, il y avait Ariel Marimoutou, il y avait tous ces types-là. Il y avait un frère Babotari qui est mort d'ailleurs, qui est tombé d'un arbre, je ne me souviens plus comment il s'appelait. Et il y avait toute une équipe et on avait organisé de très belles choses. Et on avait assuré les gars, on a fait des choses. Et puis, chemin faisant, je me suis retrouvé au Carbet. Et puis, dans la foulée, M. Rakami, José,
me dit un jour, Thierry, il y a M. Mouyes qui veut se présenter aux élections au Kaobi. Alexandre Mouyes, l'avocat. Il était encore avocat à l'époque. Hein. Alors, je lui dis… et de droite RPR. Pour moi, il était européen. Bon. Mais c'est vrai que nous, on commençait à en avoir assez parce que, bon, Loulou, il n'était pas pour les jeunes. Je ne veux pas faire le procès de Loulou, là, mais Loulou n'était pas très, très jeune, quoi. C'était l'ancien maire, c'était celui qui aimait signer, qui faisait des petites choses, mais bon, le Kaobe n'était pas très dynamique, quoi. Il gérait le Kaobe en bon père de famille, il s'assurait que son budget soit bon, que ses comptes soient bons, mais bon, ça ne suffisait pas. Il fallait développer cette commune et nous, on en avait envie. On en avait besoin. Et je me souviens très bien, puisque vous êtes venu me chercher pour participer. On est passé quartier par quartier. On va y arriver. Et donc, c'est de là qu'Alexandre Mouyes arrive. Alors, il le présente et tout. Alors, bien sûr, Alexandre Mouyes, très content, très chaleureux, très content. C'est pour te dire qu'au départ, j'étais Alexandre Mouyes au départ. Et puis ensuite, on apprend que M. Mouyes finalement sera soutenu par le PPM. Et nous, on n'était pas PPM. Pourquoi? Parce que on a gardé, enfin, on s'en fout aujourd'hui, on s'en fout, c'est du passé. C'est du passé. Hein. C'était le PPM canal historique, si je peux dire, hein, de l'époque. Où on tapait les gens qui se présentaient contre Césaire. Hein, on a vu son Valère se présenter à Fort-de-France où les gens se sont fait pratiquement lyncher. Bon, on a vu le président Émile Maurice se présenter contre Césaire, il foutait zépouille en l'ail, il restait un an qu'à senti mauvais. Bon, mais c'est pour te dire, non, mais c'est l'histoire de la Martinique. Et donc, on était furieux, on a dit à M. Mouyes, je ne comprends pas. Et entre-temps, on l'avait déjà présenté, on avait déjà commencé, notamment ton père, qui a été un partisan de M. Mouyes, et toute la cité Berlin où on était allé. Oui, parce que c'est moi. Où les gens. J'étais directeur de campagne côté Berlin, quartier Berlin. Mais je sais, mais ce que je veux te dire, c'est que ce qui est assez surprenant, c'est qu'à l'époque, quand on a présenté M. Mouyes, les gens étaient un peu indifférents. Hein. Les gens disaient à M. Mouyes, mais là, me connaît toi, M. Mouyes, etc. Les gens étaient très désagréables. Et puis, au chemin faisant, c'est pour te montrer que quand on est persévérant, et M. Mouyes a eu sa popularité et finalement est devenu le maire. Oui. Justement, en parlant de ça, parce que vous êtes parti, vous avez laissé avec M. Mouyes, parce que M. Mouyes, entre-temps, m'appelle. Oui. C'est du passé, mais c'est l'occasion de raconter des anecdotes. Hein. Je me rappelle. Il m'appelle, il est arrivé petit au dit, Alfonso Baché, comme ça, puis il a dit, moi, je sais que ton père, il est proche du Parti progressiste martiniquais, très certainement, tu es peut-être de gauche, etc. Je dis, moi, j'ai une sensibilité de gauche, non pas ni à droite ni à gauche, etc. Jusqu'à maintenant, hein, je suis pour un bon programme. Oui. Il m'a dit, je crois que je vais me mettre avec le Parti progressiste. C'est parti par là. Et puis, j'ai dit, puisque c'est comme ça, puisque ça a été nous ensemble, Claveau, José, Rakami, il y a eu Babotari également, et bien d'autres. Elle m'a dit, ah non, on est partis ensemble. Moi, je suis pour sans étiquette. Nous, allons sans étiquette. Au départ, c'était comme ça. Ouais. Et puis, voilà, je suis parti, je me rappelle très bien de ça, et puis, ma partie en métropole. Et jusqu'à maintenant, les gens me rappellent de ça, c'est eux autres qui mènent nous. Voilà, c'est ça d'ailleurs, ça a été souvent reproché. Et mon père, pour prendre coup, on a dit, je vais faire sortir, c'est eux autres qui mènent nous. Effectivement, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, c'était des petites anecdotes de temps en temps. Non, mais voilà. C'était extraordinaire. Et puis finalement, on a soutenu la Féronée contre vents et marées. Mais on a d'abord soutenu M. Bali parce que les élections avaient eu lieu, l'élection cantonale avait eu lieu en 88 et en 89, on a soutenu M. Laféronné et finalement, M. Laféronné perd les élections et M. Mouyes est élu par une majorité relative parce que je crois qu'il y a eu Dédé Pierre-Charles qui s'est maintenu au deuxième tour, je ne sais plus, enfin, oui, il y a eu une histoire comme ça. Il y a eu… Non, il n'y a pas eu de triangulaire. Il n'y a pas eu de triangulaire. Mais je pense que des gens de Dédé ont préféré voter pour Alexandre Mouyes parce que Loulou ne se rendait pas compte à quel point on était dans l'immobilisme. Ce n'était pas un mauvais boug, mais on était dans l'immobilisme. Il faut reconnaître les choses, ce n'était pas bon. C'était pas bon. Il n'y avait pas de perspective. On était un petit peu entraîné la savate et ce n'était pas bon. C'était pas bon. On camaillait. Voilà. Est-ce que tu es satisfait du Nord Caraïbe concernant la politique qui est menée par les
différentes mers du Nord Caraïbe, y compris à l'intérieur des terres, Foncé-Denis, Morne-Vert, Morne-Rouge, Ajoupa-Bouillon et sur la côte. Est-ce que tu es satisfait? Des infrastructures également, la pêche, est-ce que la pêche et les pêcheurs sont aidés et les agriculteurs, comme je viens de dire, à l'intérieur des terres, les agriculteurs de Foncé-Denis, etc. Mais moi j'ai envie de dire aux marins pêcheurs que bon, il faut les aider, d'accord, mais il faut qu'ils s'aident déjà, qu'ils s'organisent, qu'ils se fédèrent entre eux et qu'ensuite, qu'on puisse, parce que souvent, parmi eux, il y en a qui ont une vision, l'autre a une autre vision. Ce serait bien quand on est socio-professionnels d'un secteur, il est bon de s'associer, d'être ensemble et puis d'essayer de défendre la profession d'une manière générale. Bon, mais je crois que dans certaines communes, ça se fait. Bon, dans le Nord Caraïbe, On parle de la j'ai envie Martinique parler- aussi, la Martinique Non, également, non, toute la Martinique. je parle du Nord Caraïbe dans un premier temps. Alors, d'une manière générale, c'est Camille Dancier à l'époque qui avait classé le Nord Caraïbe comme zone prioritaire de développement, parce qu'il s'était rendu compte que, bon, parce que le Nord Caraïbe est resté très longtemps à droite, je veux dire, c'était que des maires de droite. Bon. Et bon, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui, droite-gauche? Je ne sais vraiment pas, parce que quand on entend qu'on a un président de gauche qui est soi-disant de gauche, il est plus de droite que la droite elle-même. Donc, ça ne signifie absolument rien. Tu parles du Mais président de la République, hein? président de la République, bien D'accord, entendu. parce que ce n'est pas le président, Non, c'est la non, je ne CTM. parle pas de Cédric Cluny, qui est un PPM né. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que le Nord Caraïbe était en retard de développement. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup d'efforts de faire, beaucoup d'efforts quand même. Et je veux saluer Camille Dacier à l'époque, qui a été président de la région et qui a fait beaucoup de choses quand même. Et Claude Lise, qui a été président, qui a été député du Nord Député Caraïbe, du qui Nord-Caraïbe. avait fait la scène Nord Caraïbe, mais qui n'a pas emporté de succès. Pourquoi? Parce que il était contesté, parce que c'était de la politique. Tout ça, c'est des petits machins de clocher. Bon, mais d'une manière générale, le Nord-Caraïbe souffre d'un manque d'infrastructure. Et c'est Pierre Petit qui disait ça aussi, puisqu'il a été député aussi. Il disait que ça suffit de dire que, ah ouais, on ne peut pas construire à Saint-Pierre, on ne peut pas faire ci, parce qu'il y a le volcan, parce que ceci, parce que cela. Il faut, parce que, bon, le volcan, c'est que tôt ou tard, le volcan va péter, et on aura un tremblement de terre ou je ne sais quoi, mais on aura une catastrophe naturelle qui va tous peut-être nous tuer, je ne sais Vous pas. pensez que la population, elle est prête Ah, quoi? concernant le Vivre une tremblement de catastrophe terre, naturelle? voilà. Ben, Séisme le débat, également, la montagne gelée. nous allons bientôt vivre la semaine réplique. On sensibilise la population, mais il faut qu'elle comprenne, il faut que les gens comprennent que tôt ou tard, on aura un tremblement de terre. Il ne faut pas faire illusion. J'espère le plus tard, j'espère mourir avant. Mais bon, en tout état de cause, on l'aura. Bon. Parce que bon, il faut s'y attendre. Mais en tout état de cause, le Nord-Caraïbe souffre d'infrastructures, notamment en termes de bon, le réseau où tu as été amélioré, mais c'est pas bon. C'est pas bon. On est encore enclavé, trop enclavé dans nos Caraïbes. Quand tu vas à Fossé-Denis, tu me parles de Fossé-Denis. Tu as vu la route de Fossé-Denis, comment elle est dangereuse? C'est extrêmement grave. Attends, c'est pas possible que l'on puisse arriver à faire des choses et qu'on puisse dépenser des milliards pour faire un port à, comment ça s'appelle, à Grand-Rivière. Tu vois, il y a des choix politiques. Moi, je trouve que le Nord est encore, quand tu vas à Basse-Pointe, tu laisses le Morne-Rouge pour aller à Basse-Pointe, va voir la route dans quel état elle est. Quand tu arrives encore à des ponts qui sont resserrés et on est obligé d'attendre que l'autre vienne pour, voilà, c'est incroyable. Moi, je trouve qu'on n'est pas du tout… maintenant, aller juger les maires, ce ne sont pas les maires qui sont les seuls responsables. Mais ce que je déplore, en fait, c'est que, notamment, en fait, je ne sais pas si tu veux qu'on parle du Carbet tout de suite. Oui, absolument, tu peux parler du Carbet, alors, du Nord-Caraïbe, Carbet, Saint-Pierre. On On va parler du Carbet. Pourquoi le allez. Carbet, justement, puisque tu as posé… Attends, on va y arriver. Je dis juste un mot sur Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est vrai que, bon, Raphaël, tout ce qu'il est, bon, il a son caractère, mais il faut lui tirer le chapeau quand même si, bon, je ne suis pas vraiment de son côté, bon, pour peut-être diverses raisons. Je me demande pourquoi. Parce que, bon, de toute façon, je ne vote plus à Saint-Pierre. Bon. Mais Rafa a quand même fait beaucoup de choses. Il a redressé les finances de la ville de Saint-Pierre. Il faut reconnaître. Il a fait du musée, il a fait reconstruire le musée grâce à l'aide de M. Bernard Ayotte, qui, contrairement à ce qu'on dit,
est quand même un Martiniquais qui investit en Martinique, même s'il s'est embêté. Bon, ce n'est pas faute de lui. Peut-être que si il était à peine en ouais, peut-être qu'il était mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, M. Ayotte, c'est un garçon qui a fait beaucoup de choses pour la Martinique, même si on le critique sur deux différents points, mais il a quand même bien investi en Martinique et les entreprises, la plupart des entreprises en Martinique, il aurait pu se passer de ça. Il aurait pu investir ailleurs et puis dire je m'en fous de ces Martiniquais et aller faire des choses ailleurs. Il l'a fait. Donc, c'est très bien, je lui rends hommage et je le salue. Et le musée de Saint-Pierre a été repris par Bernard Ayotte. Et c'est maintenant un bijou à Saint-Pierre. C'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Après, beaucoup de gens vont te dire, ah ouais, mais pourquoi le maire n'a pas refait ça avec l'argent public et puis il n'a pas donné? Moi, je te dis une chose, une affaire comme ça ne peut être fait que par des professionnels, exploité par des professionnels. Monsieur Ayotte a autour de lui des gens compétents qui sont capables de gérer ce genre de structure. OK? Donc, je dis ça et je félicite le maire de Saint-Pierre et je le félicite également pour avoir redressé la ville de Saint-Pierre, même s'il fait des choix, comme par exemple, il a déchargé une collègue à moi que j'aime bien, je trouve que ce n'est pas très sympathique. Bon, après, il y a une façon de faire les choses. Hein. Bon, après, je ne me mêle pas de ce qui se passe dans l'administration, il est le maire, il fait ce qu'il veut. Mais bon, il y a des manières de faire. Il y a des petites choses que je n'aime pas. Bon, mais dans l'ensemble, je considère que c'est un maire qui se débrouille bien et je me permets de le féliciter au passage. D'accord? Après, sur le Carbet, bon, effectivement, je n'ai pas été candidat parce que je n'ai pas pu, pour deux raisons, parce que je suis tombé malade et assez gravement, parce que j'ai fait une infection urinaire, j'ai failli y passer parce que, et j'étais malade. Et d'autre part, je n'ai pas pu réunir non plus, je suis très honnête, hein, le nombre je n'ai pas pu colistiers, enfin de… Voilà, je n'ai pas pu constituer une liste à temps non plus. Une liste. Et voilà. Donc, parce que, voilà, j'ai beaucoup aimé le Carbet. Le Carbet est une commune que j'aime beaucoup parce que j'y ai travaillé. C'est de là que vient. Parce que j'ai beaucoup aimé cette population. Parce que tu passes de Saint-Pierre au Carbet, c'est deux populations différentes. Hein. C'est-à-dire? Ah oui, mais je ne sais pas comment t'expliquer. D'abord, Saint-Pierre n'est plus ce qu'elle était. Hein. Cette ville, bon, il y a des grandes familles à Saint-Pierre, il y avait une mulâtraille à Saint-Pierre, sans vouloir chercher comment dirais-je, à descendre qui que ce soit, ni à sous-estimer qui que ce soit. Mais il y avait une certaine caste à Saint-Pierre, c'était bon. Et au Carbet, le peuple est déjà un peu plus solidaire, tu vois, un peu comme le prêcheur. Tu vois, le prêcheur, les gens sont très solidaires, tu vois. Les gens sont très chauds aux prêcheurs, ils sont très solidaires. Quand ils s'engueulent, peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a eu quelques petits passages, mais les familles sont assez solidaires. Au Carbet également. Au Carbet, le Carbet a aussi une population intellectuelle de personnes, il y a de très grandes figures qui sont sorties du Carbet. Et le Carbet, j'y ai travaillé avec amour. J'étais très heureux parce que j'ai passé les plus beaux moments de ma vie professionnelle au Carbet. Et je te dis franchement, j'étais très heureux d'aider les gens, d'aller vers les gens. Et franchement, madame, je réitère encore ma reconnaissance à Alexandre Mouriès parce que grâce à lui, moi, je me rappelle quand il y avait les catastrophes naturelles, je faisais les agriculteurs venir faire leurs déclarations. C'est moi qui faisais leurs déclarations et ils étaient très heureux d'être indemnisés comme il faut parce que je les aidais. Et quand je montais à Boubois, par exemple, eh bien, j'étais envahi. Je disais, mais monsieur, comment il fait consommer tout ça? Et c'était vraiment très chaleureux. Les gens sont très chaleureux au Carbet. Tu sais, et ça, il faut reconnaître les choses. Bon, bien sûr, comme partout, il y a des verrues, il y a des brebis galeuses, mais ce n'est pas vraiment ça qui compte. Franchement, au Carbet, il y a une chaleur humaine, mais vraiment extraordinaire. Voilà, donc c'est ça qui fait que. Maintenant, si tu veux qu'on parle du Carbet, bon, moi, franchement. Oui. Tu peux continuer. Vas-y, voilà, tu voulais ajouter quelque chose concernant le Carbet parce que j'ai une question justement par rapport au Carbet. Tout à l'heure, on va alors, donc, non, moi, ce que je dis au niveau du Carbet, c'est que c'est quand même dommage. C'est difficile pour moi de critiquer systématiquement ceux qui sont au pouvoir. Parce que, comme on dit chez nous, c'est ça qui est chaud. En ce sens que tant que tu n'es pas au pouvoir, tu ne peux pas savoir ce que cela représente. Tu comprends? Donc, et aussi, il y a un autre problème, c'est celui d'être entouré de personnes compétentes. Quand je dis entouré, je ne parle pas des colistiers seulement. Certes, au niveau des colistiers, il te faut des gens qui puissent prendre le relais, assurer
te suppléer et te seconder. D'accord? Mais il y a aussi des techniciens. Il faut trouver aussi de bons techniciens qui puissent te dire, monsieur le maire, il faut faire attention à ça. Monsieur le maire, voilà notre avis pour t'aider à décider. Tu comprends? Et ça, aujourd'hui, au Kaoubé, monsieur Mouyes a connu ça. Hein? Et quand, lors de sa première mandature, il a connu ça. Il a fait plein d'erreurs. Bon, par exemple, sur la place des Caraïbes, quand il s'agit de réaliser la place des Caraïbes, j'avais dit au maire, monsieur Mouyes, à l'époque, monsieur le maire, il ne faut pas faire cette place-là pour faire une place. Il faut faire un cœur de pays, il faut agrandir le bourg et il faut que le Kaoubé devienne la capitale économique du Nord Caraïbe. Et il faut mettre de l'activité pour ce logement. Il faut enlever le 8 à 8, en fait, ce qu'on appelait le 8 à 8 à l'époque, là où il est, enlever la pharmacie parce que c'est sur la nationale, il y a des problèmes de stationnement. Et il faut proposer à la pharmacie de venir s'installer sur la place, tout ça, ce qui aurait prolongé le bourg. Mais c'était dans son projet concernant… Pas du tout, il n'était pas d'accord, il ne m'a pas écouté, je le dis humblement, hein, parce qu'il n'a pas été toujours d'accord avec moi. Il m'a dit non Thierry, je veux mon parc. Alors, et quand il s'est agi de faire ça, il y avait à l'époque la maman de Christiane Netinov à Mamita qui habitait là. Et comme ils étaient contre lui, donc il a fallu, enfin, il y a eu toute une histoire. En fait, tout ça, ce sont des choix politiques. Mais ce n'était pas… Moi, ce que je regrette, parce que pendant les 7 années où M. Mouyes, il a eu un mandat de 7 ans, exceptionnellement, où il était là, où moi, j'étais son directeur de cabinet, on a réalisé des choses pas possibles. On a réalisé, même avec Raymond Miret. C'est avec Raymond Miret qu'on a fait la route, la rue Jules Turia. Tu sais, on a repris cette route qui était une route il y avait des caniveaux, etc. C'était vraiment dégueulasse. 2 voitures n'arrivaient pas à se croiser. Et c'est avec Raymond Miret que nous avons fait ça, avec l'aide du sénateur Claude Lise à l'époque. Il y avait des crédits parlementaires. On a fait des choses. On a réalisé. Mais bon, tout ça pour te dire que moi, ma conception de la gestion locale, de la gestion communale, c'est une vision d'ensemble. On ne peut pas faire un collège, parce que j'ai appris qu'on va faire un collège là où se trouvent les services techniques. On met un collège là, on met je ne sais pas quoi par là, un hôtel. De l'autre côté, on met ceci. Ce n'est pas comme ça. Il faut harmoniser tout ça. Parce qu'il faut penser qu'un collège, ça va amener du bruit, des enfants, ce qui est normal. Ça va amener de la circulation, ça va amener de l'activité. Est-ce que ça ne va pas gêner? Je ne sais pas. Est-ce que les voisins, un hôtel, on ne peut pas mettre un hôtel, et puis les gens qui sont là, on n'a rien à foutre d'eux. Justement, en parlant d'hôtel, parce qu'il y a une vidéo qui circule en ce moment, du côté de Quartier-Coin, il y a des riviens qui s'y opposent concernant un projet d'hôtel par M. Guy Ferdinand. Tu en penses quoi? Alors, il y a même des riviens qui s'opposent, la Sopamar également, et il y a un élu de l'opposition qui est contre également. Et tu en penses quoi par rapport à ce projet? Je ne veux pas féliciter la Sopamar, mais l'intervention de la Sopamar, elle était très objective. Hein, parce que c'est ce que la Sopamar ne fait pas de politique. Ils ont démontré que, du point de vue urbanistique, environnemental, ce n'est pas une bonne chose. Et puis, c'est un terrain qui risque d'être engorgé d'eau. Oui, voilà. Donc, et en cas d'intempérie, quoi. Tout à fait. Mais j'ai envie de dire aussi que quand quelqu'un vient sur un territoire et qu'il veut investir, on ne peut pas cracher dessus non plus. Tu comprends? Bon, on ne peut pas cracher sur quelqu'un qui vient investir. Seulement, ce n'est pas sous prétexte que cette personne-là veut investir et créer des emplois qu'il faille écraser ceux qui sont là. Tu comprends ce que je veux te dire? Bon. Et c'est ça le rôle du maire. Le maire doit pouvoir concilier tout ça. C'est-à-dire qu'il doit… C'est pas le cas? Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Jean-Claude, je le comprends. Il a envie que sa commune se développe. Il a envie que les gens ne viennent pas tous les jours à la mairie lui dire « Monsieur le maire, mon travail. » Il aurait préféré que des entreprises se créent, que le Kaoubé se développe. Oui, mais il ne faut pas le faire au détriment de ceux qui sont là. Quand je vois Viviane Morin, que je connais bien, qui était à la Perception de Saint-Pierre, que je la connais depuis très longtemps. Maintenant, elle est à la retraite. Mais c'est maintenant qu'elle est à la retraite qu'elle a envie de vivre tranquillement chez elle, se retrouve. On sent qu'il y a une souffrance. Quand on voit la famille Maurice,
Ce sont des gens quand même qui ont travaillé toute leur vie et qui ont décidé de venir tranquillement vivre au Carbet. Ils n'ont pas choisi d'être là parce qu'ils savaient qu'on allait demain matin menacer leur quiétude. Donc, moi, je trouve qu'on ne peut pas faire ça là, déjà. Je vais faire l'avocat du diable. Il y a des gens qui disent que ça va créer des emplois. Mais c'est bien ce que je te dis. C'est l'argument. Alors, j'ai envie de te dire que Total crée des emplois dans le monde aussi, mais combien d'environnements, combien de fois Total a gâché la nature, hein, et menace nos vies. Hein? J'ai envie de te dire ça aussi. Toutes les entreprises créent des emplois, tous ceux qui ont, c'est bien, mais ce n'est pas sous prétexte de vouloir créer des emplois qu'il faut détruire la vie des gens. Tu comprends ce que je veux te dire? Parce que ce n'est pas possible. On ne pourra pas faire ça là. Ce n'est pas possible. Et le maire du Carbet, je suis persuadé, parce que je sais que Jean-Claude Cambille est un garçon tout à fait raisonnable. Sauf que des fois, bon, il est un peu pris à la gorge, mais il ne faut pas, justement, il ne faut pas se laisser. Et moi, ce que moi j'aurais fait, j'aurais été à sa place, j'aurais dit à Ferdinand, écoutez, bon, vous voulez vous investir au Carbet, c'est très bien. Moi, je vous accueille. Sauf que moi, je vais faire un schéma directeur d'aménagement du territoire. Alors, quand je dis ça, tout le monde a l'air de prendre ça pour de la rigolade. Mais il faut un schéma d'aménagement, un schéma directeur d'aménagement du territoire de la commune pour savoir exactement où on va mettre quoi et on va faire quoi. C'est ça qui est important. Tu comprends ce que je veux te dire? À l'époque, on appelait ça POS, plan d'occupation des sols, pour savoir l'endroit. Non, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Non, ça a été remplacé par le plan local d'urbanisme. Pas pareil. Pas pareil. Ce document-là peut rentrer dedans. Mais c'est-à-dire que c'est un document qui te permet de repérer les zones qui sont aménageables. Par exemple, je prends un exemple simple. Celui que je connais le mieux. C'est celui de chez moi, là où j'habite. Ça a été construit à l'époque, c'est M. Mouyes qui a donné le permis, puisque j'étais là. Je me rappelle, c'est M. Benoît Albert qui a fait cette opération. Mais on a fait ces logements-là et on n'a pas pensé à la route. Je ne sais pas si tu vois la route qui contourne le stade. Tu vois? Tu as vu comment elle est petite, elle est étroite? Quand il y a un match, nous, on n'arrive pas à entrer chez nous. Parce que les gens garent sur le trottoir. Tu comprends? Sur le bas-côté de la route. Et le problème est là. C'est l'exemple même qu'on fait des choses on fait des choses de façon un peu, tu vois, sporadique, quoi. C'est-à-dire, comme si c'était des petits champignons qu'on met un petit peu par là, mais il n'y a pas de… Il n'y a pas assez de consultation. Il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de bon sens, parce qu'on avait donné le centre d'hébergement qui se trouve en haut de la piscine, on l'avait donné au Conseil général à l'époque. Ensuite, monsieur, quand il est arrivé au pouvoir, il a repris sa délibération parce qu'on n'avait pas encore fait l'acte. Hein. Donc, il a annulé la délibération, il a repris. Aujourd'hui, il a rénové, il a réhabilité le centre, mais le centre, il est là, hein, c'est plutôt des chauves-souris et puis des araignées qu'il y a dedans. Okay? Bon, alors qu'à l'époque, on avait donné au Conseil général. Pourquoi? Parce qu'on pensait que que le Conseil général allait, parce que c'est ça à quoi il s'était engagé, d'aménager toute la zone, puisqu'il y a la piscine départementale, donc le centre serait devenu un centre départemental, et la route, on aurait vu avec Dorn, puisque le terrain qui jouxte la route, c'est le terrain à Dorn, enfin les héritiers Dorn, puisqu'il est mort. Et on aurait pu demander à Dorn la possibilité d'élargir la route, ce qui permettrait, parce que c'est ça le problème. Et on a eu ce problème-là au Aubert aussi, à un moment, après de Savane. On a aménagé beaucoup, on a fait beaucoup de logements, et puis la route d'accès, c'est un tout petit chemin. C'est pourquoi je dis que les gens ne réfléchissent pas. Et c'est pour ça que je dis qu'il est fondamental de faire des schémas directeurs d'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'on sait que telle zone sera réservée à l'agriculture, telle zone sera réservée au commerce, à l'activité économique, à l'artisanat, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Et là, il y aura des résidences de haut standing, etc. Je ne sais pas. Mais il est temps d'avoir une pensée globale du territoire et non pas dire, eh bien, tiens, ce matin, je me suis réveillé, je suis allé sur la plage, mais pourquoi pas mettre un quai là? C'est pas comme ça. Tu vois, c'est des choses qui sont invraisemblables. Tu aurais dit non? Ça n'a pas de bon sens. Par rapport à ce projet, tu aurais dit non? Si tu étais maire. Le projet d'hôtel? Non, d'hôtel. C'est pas possible parce que tous ceux qui ont précédé M. Ferdinand qui étaient là, n'ont jamais eu de problème. Jamais eu de problème. Et d'autre part, moi, ce que je ne veux pas aussi, parce que bon, je salue quand même le courage
Louis-Georges Griffith, puisque bon, il est conseiller municipal, il est engagé politiquement, bon, il défend, bon, c'est normal. Mais moi, je ne vois pas ça sur le plan politique. Je ne veux pas traiter cette affaire sur le plan politique. J'estime que ça doit être traité sur le plan technique, administratif et judiciaire. En ce sens que le maire a cédé un terrain à un prix défiant toute concurrence, hein, à mon avis. Hein, c'est 35 000 euros, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Bon. Mais je sais pourquoi il l'a fait. Il ne l'a pas fait peut-être à ce à quoi on pense. Il l'a fait parce que comme il sait que c'est une entreprise qui va se créer, ça va faire de la valeur ajoutée, que ça va créer de la taxe de séjour, que ça va créer des emplois. Donc, il a voulu favoriser. Mais ça, moi, je pense que ce n'est pas le meilleur choix. Moi, ce que j'aurais proposé, j'aurais dit, et puis sur le plan, je voulais finir justement, sur le plan judiciaire et administratif, et Griffith aurait pu attaquer la délibération qui autorise la vente. Il aurait pu l'attaquer, il l'a fait annuler. Il avait suffisamment d'arguments pour le faire. Hein? Et la vente n'aurait pas été réalisée. OK? Bon, si quelqu'un entend ça, il va dire, mais tu pas veille. C'est-à-dire que tu m'as pas veille. Moi, je n'ai pas intérêt à agir. Je ne suis pas conseiller municipal, je ne suis pas concerné, je ne suis pas riverain. Moi, je pense qu'il faut attaquer la délibération. OK? Bon, mais je ne sais pas si la délibération a été publiée en temps et en heure, elle n'est plus attaquable. Normalement, au bout de 2 mois, c'est fini. Les gens sont fort clos. Ouais. En tout état de cause, moi, ce que je suggère, c'est qu'on puisse étudier sérieusement la faisabilité de cette infrastructure, de cette entreprise, et qu'on puisse réfléchir ailleurs. Parce que déjà, M. Mouyes avait interdit à M. Ferdinand de mettre ces transacts-là qu'il mettait là sur la plage. Il lui avait dit ça, il lui avait interdit. Hein? Et c'est après, quand M. Mouyes a perdu des élections, qu'il a colonisé la plage. Parce que vous savez que non seulement il utilise la plage, mais il loue la plage pour des particuliers. C'est extrêmement grave. Alors, je ne m'attaque pas à M. Ferdinand. M. Ferdinand ne me gêne pas plus que ça. Mais il faut arrêter quand même. Ça suffit. Hein? Cet égocentrisme qui consiste à penser qu'à soi et puis oublier les autres, moi, je trouve que ce n'est pas bon. OK? Et quand on traite un riverain d'homophobe, alors ça vous fait quoi? Le fait que moi, alors moi, comme je dis, la lutte pour la différence, la lutte pour faire reconnaître les droits des homosexuels. Il a organisé également la Gay Pride. Je sais que c'est à ça que tu voulais en venir. La lutte pour qu'on reconnaisse les droits aux différences, la différence des autres, qu'on puisse reconnaître les droits des homosexuels. Ça, c'est une lutte. Mais cette lutte ne consiste pas à faire du monde un monde homosexuel contre un monde hétérosexuel. Ce n'est pas ça. Hein? Il ne s'agit pas de privilégier les homosexuels par rapport aux hétérosexuels. Il s'agit de concilier, de réconcilier tout ce monde. C'est-à-dire que qu'un accepte l'autre. C'est-à-dire que autant les hétéros doivent accepter les homos doivent accepter les hétéros. Et là… Il faut vivre dans la tolérance, c'est ça? Mais bien entendu, tout simplement. Et c'est ça le combat. Le combat, ce n'est pas de faire du carbet le haut lieu de l'homosexualité. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Et quand ce monsieur fait ce qu'il fait là, il le fait dans un but, je ne connais pas ses penchants, je ne connais pas son orientation sexuelle, je m'en fous d'ailleurs. Mais quand il fait ça, il fait les gens détester, parce qu'il le fait, je pense, certainement dans un but purement mercantile, mais il fait les gens détester les homosexuels. Encore plus. Parce que tu auras beau dire tout ce que tu veux. Moi, je ne pense pas que Christian Morin soit un comment ça s'appelle? Homophobe. Mais non, je ne pense pas. Mais attends, mais quelle que soit la personne que tu pourrais être, à partir du moment où on porte atteinte à ta tranquillité, où on menace l'endroit où tu vis, etc., quelle que soit la personne que tu sois, à partir du moment que tu emmerdes les gens ne vont pas t'accepter. Hein. C'est simple, c'est tout. Donc après, moi je pense qu'il a le droit de faire toutes les activités qu'il veut, mais il ne peut pas le faire au détriment de ceux qui sont là. Moi je vis dans un immeuble, je ne vais pas aller mettre un grand zouk avec un tas de personnes et puis oublier que j'ai des voisins. Mais il y a des gens qui disent, je me fais l'avocat du diable, qui disent qu'on a besoin de fêter, c'est festif,
Oui, que le on en a carbet besoin est de un se haut lieu de… retrouver. Quand il n'y a rien, le carbet est mort. Oui. Alors, d'abord, le carbet n'est pas mort, parce que le carbet, est justement, Quand c'est il n'y a d'ailleurs rien, ce… quand il n'y a pas de fête. Mais non, mais il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête. C'est pas… On ne peut pas faire la fête tous les jours. Tu es d'accord avec moi? Bon, Absolument. il faut bien aller travailler, il faut bien vivre, il faut bien faire des enterrements de temps en temps, parce qu'il y a des gens qui Le meurent aussi. week-end, je parlais du J'ai week-end. envie de te dire que dans la vie de tous les jours, il y a la fête, il y a le moment où on se repose, il y a des moments aussi où on fait à manger, il y a des moments où on fait des enfants, il y a des moments où on meurt, où on se marie, et puis je ne sais pas, où on divorce aussi. Bon, donc, c'est complètement ridicule que de dire ça. Moi, ce que je voulais faire, si j'avais été candidat et élu, moi, j'aurais fait du Carbe un haut lieu de l'animation, si je peux dire. C'est bien, c'est très bien d'ailleurs. Le maire favorise ce genre d'activité, ce qui est très bien. Mais et aussi un haut lieu de la gastronomie antillaise et martiniquaise. OK? Et parce que le Carbet est connu pour être un endroit où on mange du poisson frais, où on mange un bon blaf, où on va manger… Un trempage. Mais on va manger un balaou frit, on va… etc. Bon, même si dans certains restaurants, le balaou frit, il est raide, hein, mais bon, bref, soit. Mais on peut améliorer ça. On aurait donné une espèce de label au Carbet. Vous voyez? Et ça, le Carbet aurait pu avoir vraiment une réputation. Bon. Mais c'est comme je dis, tout ça ne peut pas se faire au détriment de ceux qui habitent au Carbet et qui ont envie de vivre au Carbet tranquillement. Tu comprends ce que je veux te dire? C'est pour ça que la méthode du schéma directeur d'aménagement du territoire me semble être la meilleure. Parce qu'il y a des endroits où on peut faire certaines choses et dans d'autres où on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. J'ai tellement de questions à te poser. Par exemple, on va parler du problème sanitaire, justement. Est-ce que tu penses que la COVID-19, est-ce qu'elle a été bien gérée par les élus en Martinique? Parce qu'on compte beaucoup de morts. Je ne vais pas citer le nombre de morts, mais peut-être que si tu as des vrais chiffres, tu peux nous en donner. Non, je n'en ai pas. Alors, je n'en ai pas. J'ai entendu parler de 700 quelques. Bon, 700, justement. Bon, alors, écoute, même un mort, c'est déjà un mort. C'est déjà non. tout trop. Je ne permettrai pas, sincèrement, je m'excuse si je peux me permettre de ne pas permettre, OK? Qu'on accuse les élus. Attendez, les élus, en quoi les élus ont à voir dans la crise du Covid? Les élus ne gèrent pas la santé. C'est une compétence de l'État. La preuve, c'est le préfet qui décide de prendre des mesures. Ce ne sont pas les élus. Bon, alors, ils les consultent. Mais bon, ils sont consultés. Mais le préfet, c'est lui qui a le dernier mot avec le ministre de la Santé, le président de la République, etc., le gouvernement. Mais ce n'est pas une compétence des élus. Comment peut-on mettre en cause des élus sous la gestion du Covid? La seule chose qu'on peut regretter, c'est que les élus n'ont pas pris position publiquement, peut-être parce que j'essaye de comprendre, hein, parce que je considère un élu comme quelqu'un de responsable. Sauf certaines personnes que je ne nommerai pas, mais je dis certaines, j'espère qu'on se comprend, qui se sont comportées, mais vraiment de façon un peu même vulgaire dans certaines situations pour défendre le vaccin. Bon, je ne sais pas dans quel but. De sorte, je ne vais pas aller prendre un cancan avec ces personnes-là, il y a déjà eu assez de cancans. Bon, mais ce que je veux dire, c'est que les élus, il faut comprendre que si les élus s'étaient mêlés de ça, il y aurait eu un tohu-bohu à la Martinique. Parce que l'histoire du vaccin et l'histoire de la COVID-19, c'est presque devenu, comme à l'époque, l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ça. Ça divise tout le monde. OK? Donc, je pense que certains d'entre eux, pour la plupart… Comment? Tu es plutôt pour le vaccin ou pas? Personnellement. Je suis pour le vaccin, sauf que je ne suis pas pour l'obligation. Ça veut dire que je ne vois pas pourquoi on veut obliger les gens à se vacciner si les gens ne veulent pas se vacciner. D'autant plus que le fond du problème, c'est quoi? C'est qu'on a refusé de soigner les gens. On leur a dit, allez vous vacciner. Leur faisant croire que le vaccin va les protéger, en réalité, maintenant, on leur dit que le vaccin ne les protège pas. C'est ce qu'on leur dit aujourd'hui. C'est ça qu'on leur dit. Tu es d'accord avec moi? On dit à tous ceux qui ont été vaccinés, mais vous savez, vous êtes moins exposés, mais vous n'êtes pas… Mais on trouve moins de complications quand cas de Covid en réanimation. Voilà, c'est ce qu'on te dit. Oui. Mais ça ne te protège pas pour autant. Par contre, si on avait soigné les gens, ça veut dire que, par exemple, si on avait soigné les gens en amont,
au lieu de leur dire, ben, écoutez, prenez de la paracétamol, et puis ça ira. Et puis les gens sont morts comme ça. Mais bon, bref, on ne va pas entrer dans ce débat. Moi, ce que je crois qu'aujourd'hui, quand j'entends les gens dire que ah oui, c'est parce qu'on a connu la chlordécone, le ceci, le cela, que c'est pour ça qu'on est méfiant. Mais non, ce n'est pas du tout ça. C'est parce que nous sommes beaucoup plus lucides que beaucoup. Mais moi, comme je dis aujourd'hui, il ne s'agit pas d'obliger les gens à se vacciner. Les gens qui veulent se faire vacciner vont se faire vacciner. Point. Mais moi, je ne peux pas dire aujourd'hui que les élus ont mal géré une crise qui ne leur incombait pas. Ce n'était pas leur compétence. Ils n'ont pas été élus pour gérer des crises sanitaires. C'est l'État qui a cette compétence. Et comme l'État s'éloigne de plus en plus du territoire, de la réalité de la vie des citoyens, l'État ignore ce que vivent les citoyens. Ils s'en foutent. Voilà. En Martinique, en ce moment, depuis quelque temps, on voit une montée, parce qu'on parle de racisme aussi, ça existe dans les départements et territoires d'outre-mer. On a vu dernièrement les Haïtiens qui ont été attaqués, des graffitis concernant Fort-de-France, concernant les Haïtiens tueurs de Martiniquais. T'en penses quoi? Toi qui côtoies pas mal Tu connais cette communauté-là? Oui, alors je connais très bien cette communauté, qui est une communauté, et je suis même un peu ému quand je dis ça, qui est une communauté très courageuse. Parce qu'il faut aller en Haïti. Il ne faut pas se contenter de prendre un Haïtien ici. Et puis, de toute façon, nous, je dis nous, l'homme, d'une manière générale, encore plus le Martiniquais, on ne peut pas supporter de voir quelqu'un avoir du succès. On est toujours jaloux. Moi, je suis très heureux dans ma carrière d'avoir vu des jeunes que j'ai formés ou qui ont été mes collègues et qui sont montés, qui sont devenus directeurs généraux, qui sont devenus... moi, je suis content, je suis heureux, je suis fier, parce que tu sais pourquoi? Parce que je me dis que quand quelqu'un réussit et que moi, j'étais sous son parcours, eh bien, je me sens aussi, je partage son succès. Tu vois ce que je veux te dire? Eh bien, c'est ça le problème. Les Haïtiens ont été pendant des années de gros travailleurs. Quand ils sont arrivés ici il y a quelques années où on les a fait venir, eh bien, ils travaillaient beaucoup. Je veux pour preuve Max Deshommes, qui est un homme qui a travaillé énormément, c'est un Haïtien. C'est un garçon qui, au départ, qu'est-ce qu'il faisait? L'agriculture. Il est allé voir M. Gérard Pompignan à l'époque, qui lui a donné des terres, et il a cultivé. Aujourd'hui, il a des maisons, il a ceci, il a cela, tout le monde a roulé en Mercedes, tout le monde a trouvé que Koumani est un Haïtien. Oui, mais là, c'est Max Deshommes, peut-être, pas de cas ici, pas de cas aller péter bombe, pas de cas aller faire n'importe quoi. Hein? Pendant que Zop a pété bombe, justement, lui, il était allé travailler. Tu vois? Bon, alors, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que je voudrais sensibiliser les gens sur une question qui est la suivante. C'est qu'aujourd'hui, on traite les effets de la vie, les effets. Ça veut dire ce que provoque la société actuelle, la situation actuelle, ce qu'elle entraîne comme conséquence, les effets, les conséquences, c'est ce qu'on veut traiter. Au lieu de traiter les causes, on veut traiter les effets. Et comme j'aime à le dire, les mêmes causes entraînent toujours les mêmes effets. OK? Tu ne peux pas, comment dirais-je, affamer un peuple, le mettre dans la misère la plus totale, parce qu'en Haïti, je te le dis aujourd'hui là, j'ai déjà envoyé plus de 150 € à 2 Haïtiens qui n'ont rien à manger. Je l'ai fait à l'instant. Tu fais du parrainage? Pas du parrainage, je leur envoie de l'argent. Mais je ne connais même pas ces gens-là. Ce sont des gens qui sont des amis sur Facebook. Il y en a qui vont dire, ah ouais, mais il se fait couillonner. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce sont des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas de quoi manger. Et je sais ce que je te dis. Bon. Après, il y en a qui en abusent, bien sûr. Il y en a qui, bon, mais quand tu es dans la misère, tu crois que tu ne deviens pas couillonneur, tu n'essayes pas d'être, c'est normal, il faut que tu te débrouilles pas. Donc, c'est facile de dire aujourd'hui que nos frères haïtiens, parce que ce sont nos frères, ce sont des noirs comme nous-mêmes. Ce sont des noirs comme nous-mêmes. Et aujourd'hui, on traite les Haïtiens. Pourquoi? Parce que les Haïtiens, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Leur seul moyen, et Mme Taubira l'expliquait, elle ne parlait pas des Haïtiens, elle parlait d'une manière générale, des Antillais, de ceux qu'on a réduits en esclavage. Et elle disait que le seul moyen que nous avions à l'époque, c'était d'inventer le quimbo à la magie pour faire peur aux colons. Et aujourd'hui,
on traite les Haïtiens de quimboiseurs, de vaudouistes, de ceci, de cela, etc., parce que ceci, parce que cela. Mais c'est le seul moyen qu'ils avaient. Quand ils arrivent en Martinique, je connais des Haïtiens qui n'ont jamais fait de vaudou dans leur pays. Ils sont arrivés ici, ils ont inventé un vaudou et ils ont fait des trucs pour faire des quimbois, pour gagner leur argent. Donc, moi, je dis qu'aujourd'hui, les Haïtiens ne sont pas, ce n'est pas un danger. C'est quelque chose de plus. Nous sommes dans la population haïtienne, elle est très jeune, très, très jeune. Il y a beaucoup de jeunes en Haïti. Hein? Et aujourd'hui, nous sommes, nous, un peuple vieillissant en Martinique. Que l'on veuille ou non, tôt ou tard, les Haïtiens vont nous remplacer. Hein. C'est déjà le cas en Guyane. C'est déjà le cas en Guyane. Et ça se passe en Guadeloupe également. Par exemple, on dit que dès qu'il y a un problème, on dit que c'est les Haïtiens, c'est les Dominicains, t'en penses quoi? Et ici, c'est les Dominicains, c'est également, enfin, je parle de la Martinique, c'est les Saint-Luciens. J'ai envie de dire à ceux qui disent ça qu'à un moment donné, on disait ça des Noirs quand ils allaient à Paris. Qu'à chaque fois, c'est un Noir. Vous avez même entendu le président Chirac, que j'admire énormément, qui est mort, et qui à un moment donné disait, ah oui, et en plus de ça, quand vous avez l'odeur, etc., parce que le Noir, les odeurs. Ne savait pas comment se comporter en société. Il faut reconnaître les choses. Donc aujourd'hui, nous sommes face à quoi? Nous sommes à une forme de xénophobie vis-à-vis des Haïtiens qui ne sont pas plus mauvais que d'autres. Hein? Et le problème, c'est que, je vais te dire une chose, c'est que la France ne sait pas comment exploiter, et par là même, nous, en Martinique, nous sommes la France, et on ne sait pas exploiter l'immigration. Tu vas au Canada, le Canada a compris ce qu'on représentait l'immigration. Ils accueillent Tu entends le Canada se plaindre de ses étrangers? Tu n'entends pas ça? Maintenant, ça existe, il y a des cas particuliers, mais c'est bien traité. Pourquoi? Parce qu'ils ont su exploiter cette immigration. Aujourd'hui, les gens viennent, on traite les gens comme des chiens, et puis on s'imagine que les gens vont nous dire « Ah, merci de nous traiter comme des chiens ». Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser... Tu vas à Paris, tu as vu le nombre de personnes qui sont dans la rue, dans des vieux matelas assis avec des enfants. Ce sont souvent des Roumains, ce sont des gens, des Blancs aussi, hein, ce n'est pas des Noirs seulement, ce n'est pas des Arabes seulement. Et donc, par conséquent, quand tu vis dans un monde quand tu vis dans un contexte comme ça, tu ne peux pas prospérer, tu ne peux pas être, comment t'expliquer, tu ne peux pas faire quelque chose de positif. Tu ne peux que, tu souffres. Donc, automatiquement, comme on disait chez nous, c'est ça qui a pigé, qui a crié. C'est normal. Après, moi, je pense que les Haïtiens ont leur place ici, mais il faut qu'on puisse faire les choses de façon qu'on organise les choses. Mais tant que les Haïtiens seront sur le bas-côté de la route, tant qu'on va les exploiter pour aller faire ci, travailler au noir, etc., personne ne parle, mais tout le monde, les Haïtiens, c'est une richesse pour certaines personnes. Hein? Donc, alors, je ne vais pas entrer dans une polémique. Tu penses que c'est inquiétant de voir la montée des extrémistes en France hein, pour les futures élections? C'est évident, c'est évident. Mais, et puis le problème, c'est qu'on aime exploiter ça parce qu'on sait qu'on a beaucoup de gens qui ont des petits esprits. Tu sais, j'aime prendre cet exemple. Tu sais, l'exemple de la vache folle. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quand il y a eu la vache folle, alors quand il y a eu la vache folle, les Français se sont précipités à dire que non, c'est la viande anglaise. Ce n'était pas la viande française. Que ce n'était pas les vaches françaises, c'était les Anglais. Alors, on a fait un label viande française. Et puis après, on s'est rendu compte que la vache folle était en France aussi. Elle était partout. Le problème, c'est que les gens n'arrêtent pas de pleurnicher parce qu'on a mis parce qu'on a pris un petit peu sur leur territoire. Bon, moi, je pense qu'il faut qu'on arrête avec ça. Nous sommes tous des citoyens du monde. Après, je suppose qu'il y a des gens comme dans toutes les sociétés, même des gens même de la société elle-même, qui sont incorrects, qui ne respectent pas les règles. Ça fait partie du jeu, j'ai envie de te dire. Je ne vois pas quel est le problème. Après, c'est vrai que quand on dit que, par exemple, tu viens en France, tu ne peux pas vivre dans ton pays, il est temps aussi de comprendre aussi que tu ne peux pas aller vivre, ne pas vivre dans ton pays et vouloir vivre dans un autre pays et vouloir imposer tes règles. Ça, c'est vrai. Mais tout ça, il faut arriver à concilier tout ça. Et moi, je suis contre, effectivement, cette espèce de xénophobie, de montée des extrémistes qui utilisent, parce que les gens utilisent ça pour faire de la politique. Tu comprends? Ils manipulent les gens. Mais en réalité, il faut ouvrir son cœur, il faut être plus généreux et solidaire.
Tu es satisfait hein, de la politique qui est menée pour les territoires d'outre-mer, pour les outre-mer, pour les ultramarins? On Bon, dit qu'on est les oubliés de la République. Par moment, on dit que bon, il y a des problèmes de l'eau, il y a un problème de sargasse, il y a eu des problèmes de sargasse. Il y a à chaque fois qu'on a eu, on parle de bon, chlordécone moi, également. je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire. Je vais dire quelque chose qui va pas plaire. Sur le plan sanitaire, les hôpitaux ne sont pas équipés. Il y a un manque de personnel, etc. Alors, je vais dire quelque chose qui ne va pas plaire. Mais sans pis, j'ai souvent entendu dire PIA c'est à nous, PIA c'est pas à eux. En bonne volée, ceci et cela. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Bon, je ne sais pas dans quel contexte on peut dire ça. Mais, en fait, faisons de ce pays notre pays. Commençons par nous occuper de nos propres problèmes. Chaque fois qu'on a un problème, il faut qu'on n'aille pas appeler un papa blanc pour venir le régler pour nous. Bon. Bon, tu me diras que les hôpitaux, effectivement, l'hôpital, c'est sous la responsabilité de l'État. D'accord? Moi, je ne sais pas. Je pense qu'aujourd'hui, la politique qui est menée, aujourd'hui, effectivement, on est les oubliés de la République, c'est clair. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux que les hommes politiques martiniquais, en particulier, puissent se mettre autour d'une table ensemble et dire voilà comment moi je vois la Martinique, voilà ce que dans tel domaine je souhaiterais ça, le domaine de la santé, le domaine de ceci, le domaine de par exemple, il y a un problème, il y a un truc qui devient de plus en plus grave, c'est le problème de C'est une idée que tu lances pour le oui, président la actuel? délinquance juvénile, les jeunes qui se font emprisonner, qui voient leur vie brisée parce ils ont été vendre de la drogue, parce que, etc., etc. Bon, on est confronté à plein de problèmes. Pourquoi ne pas se mettre autour d'une table et puis discuter et puis dire, voilà notre vision de la Martinique. Voilà comment nous voulons la Martinique. Même si on a fait des compromis, ça veut dire que, par exemple, moi, je ne sais pas, je veux dire que je suis plus connu, par exemple, je ne sais pas, je dis que, par exemple, dans le domaine du sport, je ne suis pas à sport, hein, mais mettons que je suis plus dans le domaine du sport. Allez, tac, je vais dire, bon, que je voudrais qu'on installe des infrastructures intercommunales, ce qui n'est pas le cas en Martinique. Hein. Aujourd'hui, il y a pas d'infrastructure, il y a très peu, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'on voit ça, mais il n'y a pas d'infrastructure sportive intercommunale. Chaque monde est en stade, est en la piscine, les en ça, mais personne n'a ni l'argent. Alors, tu vois, c'est ça le problème. Bon, donc, si par exemple, je dis ça, et puis d'autres disent, ah non, je suis désolé, moi je préfère avoir ma piscine, moi je veux avoir mon stade, moi je veux avoir mon terrain de tennis, moi je veux avoir ceci, moi je veux avoir cela. On peut faire des compromis. Tu comprends ce que je veux te dire? On fait des compromis. Et finalement, moi je peux lâcher du lest. Et l'autre aussi peut dire, eh bien, pourquoi pas? Et puis c'est ça aussi l'entente, c'est faire des compromis. Et après, quand on va devant la France, Alfonso, on va devant la France unis. On va devant la France avec une seule voix. Et on dit, voilà ce que nous avons décidé entre nous. Est-ce que la Mais Martinique a une question? Est-ce que comment veux-tu que la France puisse nous prendre au sérieux quand tu as d'un côté un parti politique qui manipule 2 ou 3 hommes politiques de la Martinique et qui disent, mais non, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner ça. Et vous, taisez-vous là, je vais arranger ça pour vous. Et puis, de toute façon, vous avez des fautes fiscales, donc on va arranger ça pour vous. Vous avez des dettes par là, ne vous inquiétez pas. C'est comme ça qu'on est traité. On n'est pas pris au sérieux parce qu'on n'est pas capable de dire aujourd'hui, voici le port de Fort-de-France, voici l'aéroport du Lamentin, voici le ceci, on souhaite réaliser ceci, cela, et on parle d'une seule voix. Quand on parle de la Martinique devant la France, on est seul, on est unis. C'est ça qu'il faut. Il ne faut pas que celui qui a été élu soit le meilleur et qui a les meilleures idées. Ça n'existe pas. Tu penses que la Martinique avance, la Martinique actuelle dirigée avec le président actuel, Serge Letchimy, la Martinique avance? Bon, écoute, moi, je pense que Serge Letchimy est un garçon qui est de loin un garçon sérieux et un garçon compétent. Bon, on peut peut-être discuter certaines formes, mais dans le fond, je reste persuadé que c'est un gars qui a, bon, mais c'est un homme éminemment politique, tu vois, et c'est ça que je déplore en fait. Je déplore le fait que quand on est élu, on devient l'élu de tout le monde. Quand on est
en politique, on se présente comme candidat, on est candidat d'un parti, d'une partie de la population, mais on n'est pas, là, et après, quand on devient élu, bon, on est élu de tout le monde. Et c'est vrai que, bon, je ne veux pas dire qu'il est sectaire, mais on va dire un peu quand même. Mais je sens que c'est quelqu'un qui est compétent, qui est valable, quelqu'un qui a une connaissance indiscutable. Et qui, d'ailleurs, c'est le seul, quand il a fait sa campagne, quand tu regardes bien, c'est le seul qui a été capable d'expliquer vraiment des choses, tu vois, mais des choses pragmatiques. Bon, en dehors de peut-être Daniel Marissette un petit peu, parce que c'est quand même un ingénieur, Daniel Marissette, qui a peut-être expliqué certaines petites choses. Mais ou peut-être, comment il s'appelle, celui qui s'occupait de l'action sociale, j'oublie le nom, bref, soit, Carole, Francis Carole. Lui aussi, il est très bien. Lui aussi, très bien. Mais Serge Letchimy, je pense qu'il est à sa place. Il est tout à fait à sa place. Sauf que moi, j'aurais aimé qu'on nous passe une puission. Bon, c'est peut-être je suis peut-être dans le rêve, hein, je suis complètement dans l'utopie totale, mais j'aurais aimé qu'on puisse arriver tous à être autour d'une table et puis se dire, bon, ben, écoute, voilà, allons essayer de penser là, parce que quand on sera seul et uni, on aura une seule voix, pardon, on ne sera pas seul, mais on aura une seule voix devant la France va nous respecter. Elle va dire, enfin, voilà des gens qui savent ce qu'ils veulent. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais tant que tu as un côté par là, l'autre côté par là, et puis sans compter des béquets qui ont une grosse influence parce que c'est eux qui ont l'argent, alors là, ça ne marchera jamais. C'est tout. Si je te dis Eddie Maradjo, oui. tu en penses quoi d'Eddie Maradjo avec ses prises de parole? Est un charmant garçon qui fait son travail. Il est parti de très peu de choses et il est arrivé à monter une entreprise, à faire les choses dans un monde qui n'est pas facile. Pas facile. Il faut reconnaître le monde des médias, tout ça, bon, c'est pas facile. Parce qu'à la base, ce n'est pas un journaliste, c'est un commentateur. C'est un excellent animateur. Mais c'est un gars qui a compris beaucoup de choses. Il a oublié d'être con en quelque part. Je parle en tout cas sur la méthode. Hein. Peut-être que les idées qu'il développe sont peut-être un peu bêtes, un peu connes, bon, je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, je comprends bien son jeu et je n'entre pas dans son jeu. Parce que lui, je pense qu'il veut faire le buzz. C'est le gars qui aime faire le buzz. C'est un genre de Hanouna antillais. Tu comprends? Quand tu vas dans les émissions d'Hanouna, met exprès, il expose exprès. Comment ça s'appelle? Hein? C'est un show, il fait son... Non, les gars qui sont avec lui, là, ça non, j'oublie comment ça s'appelle. Les chroniqueurs. Les chroniqueurs. Il expose exprès ses chroniqueurs et pour susciter de la part du public la pitié, tu vois, un peu de... Tu vois, alors ce qui fait que les gens sont... Ça fait un peu, comme on dit encore, enfin, on dit en français, du m'as-tu vu, quoi. Bon, c'est pas tout à fait du Matuidi qu'il veut faire, mais il veut faire le buzz pour qu'on puisse parler de lui, qu'on puisse dire voilà, monsieur Mahajo, et tout le monde va parler, mais tu vas voir qu'au bout d'un certain moment, ça va s'estomper. Parce que, bon, voilà, parce qu'il a fait le buzz aussi en disant que l'argent de la cantine de la ville de Fort-de-France servait à financer les partis, on fait n'importe quoi, et depuis ça, pas de nouvelles. Bon, mais bon, il lance des trucs, et il se rend compte qu'il est pratiquement le seul, bon, je vais dire qu'il est courageux, en quelque part, le seul courageux à sortir des choses comme ça. Bon. Après, il y a une part de vérité, mais n'empêche qu'on respecte les gens. On ne dit pas que les gens sont pauvres, ce sont les gens pauvres, pardon, qui refusent de se vacciner. C'est complètement idiot. Même si c'est en partie vrai que les gens qui ne sont pas instruits et qui ne sont pas qui n'ont pas qui n'ont pas un niveau de vie. Et c'est vrai, ils réagissent moins vite que d'autres qui ont un autre niveau de vie. Mais ça a toujours existé, mais on ne sort pas ça. Tu comprends? Parce qu'il ne faut pas non plus généraliser. Il ne faut pas dire qu'à la Martinique, il n'y a que des gens pauvres, des gens idiots, des gens qui ne sont pas intelligents et qui ne se font pas vacciner. C'est complètement ridicule. Mais je répète que je pense que Eddie Mahajo fait le buzz. Il joue à l'Hanouna Martinique et Antillais. Il y a peut-être une question que j'ai oublié de te poser. Peut-être que tu veux peut-être revenir sur un sujet. Je t'écoute. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose d'autre? Un sujet que tu aimerais bien aborder, un sujet qui te tient à cœur? Non, je n'ai pas. Je pense qu'on a fait le tour, sauf que, bon, je ne vais pas
je ne sais pas au moment où nous J'allais te parlons. poser la question, mais il y a encore le temps. Est-ce que tu Pour comptes être te candidat. présenter, d'être candidat au Carbet ou à Saint-Pierre? Une chose est certaine. Non, non, je ne serai pas candidat à Saint-Pierre. Je suis Au plus Carbet. électeur à Saint-Pierre. Je ne peux pas être Oui, mais tu électeur. Carbet, hein? Il faut pas. Mais non, ça n'a rien à voir avec Émile Carbet. Je suis électeur au Carbet. Oui, tout Je ne à peux fait. pas me présenter à Saint-Pierre. Juridiquement, ce sont Juridiquement, les c'est électeurs impossible. de la C'est pas commune qui possible. peuvent être candidats. Tout à Sauf fait. si j'étais sénateur, j'aurais pu me présenter à Saint-Pierre, à Fort-de-France ou n'importe où. Bon. Mais, où j'étais député. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, au moment où nous parlons, je n'ai pas la grosse tête. Je n'ai pas besoin d'avoir une carte de visite de maire, de ceci, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas besoin d'aller me pavaner dans les rues ou bien dans les réunions ou à la préfecture ou machin, faire l'intéressant pour dire que je suis le maire. Ce n'est pas du tout ça. Moi, je situe, et beaucoup de gens ont toujours cherché, on dit ça, peut-être moins maintenant, ils le disent moins, mais longtemps, ils ont dit, ah oui, Claveau est en poste. Je m'en fous. Je suis sorti de Basse-Pointe où j'étais directeur général, je gagnais bien ma vie. J'ai perdu 1700 € sur mon salaire, je travaillais à Bellefontaine. J'aurais pu dire que si j'étais vraiment quelqu'un qui cherchait un poste, j'aurais cherché un poste. Je suis passé de directeur général à secrétaire de mairie. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je veux, c'est vivre tranquillement, comme tout le monde. Et puis, je souhaite me mettre au service de la population. Bon. Alors, M. Bali, on n'en a pas parlé. Oui, on peut en parler. Justement, j'allais te poser la question. Enfin, justement, M. Bali, que tu as côtoyé également. M. Bali, Attends, une question. Tu es plutôt de droite ou de gauche? Mais écoute, ça, c'est une fameuse question. C'est une fameuse question et qui va surprendre beaucoup. La réponse va surprendre beaucoup de personnes. C'est vrai que pendant longtemps, j'étais de droite. Pourquoi? Parce qu'on nous a tellement inculqué pendant des années que De Gaulle, papa De Gaulle, ma mère appelait De Gaulle, papa De Gaulle. Quand ma mère, après la guerre, ma mère est de 31, donc après la guerre, elle était encore jeune, et là, il n'y avait pas à manger, il n'y avait rien. Donc, la France avait envoyé des bateaux avec du fromage, de la morue, des choses comme ça, et les gens étaient contents. Ma mère m'a raconté qu'elle a couru le carnaval à Fort-de-France, vive l'Amaury, tellement il était à mort faim. Bon. Donc, pour elle, De Gaulle, c'est son papa. On a toujours entendu parler de De Gaulle comme étant le personnage le plus extraordinaire à qui on ne pouvait pas dire du mal de De Gaulle. Bon. Mais quand je suis allé en fac, c'est là que j'ai découvert vraiment qui était De Gaulle. Parce que De Gaulle n'était pas plus le papa que le salopard de service. Et je m'excuse, mais je le dis. On a entendu parler. Parce qu'elle n'a pas de plus grand assassin qui a assassiné beaucoup de. Et puis, bien sûr, qui laissait les gens faire la sale besogne, comme son fameux homme de l'Afrique, là. Le nom m'échappe. Et qui était l'homme qui faisait les sales besognes. Et donc, on a vu pendant des années, on était de droite, parce qu'on disait que la meilleure patrie, la France, etc., machin, pourquoi on ne pouvait pas être indépendant, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais parce qu'on ne nous a jamais appris la vraie histoire de la France. Moi, quand j'ai appris l'histoire, j'ai appris nos ancêtres les Gaulois. On ne nous a jamais appris que c'est après qu'on nous a appris les Caraïbes, les Arawaks, les ceci, les cela. Mais c'était ça. L'Afrique. C'était les Ostrogoths, etc. Bref, en tout état, oui, et l'Afrique. Donc, si tu veux, partant de cette culture, ben, on était de droite. Et on était fiers d'être de droite. Et nous, c'était l'indépendance sans les allocations familiales et ou comment dirais-je, la nation française avec les allocations familiales. Donc, c'était la révolte du ventre. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, absolument. Aujourd'hui, moi, je te dis, sincèrement, je me sens beaucoup plus de gauche que de droite, sincèrement. Bon, après, il faut savoir qu'un parti politique, ce ne sont pas que des idées, ce sont aussi des hommes. Parce qu'il y a des hommes de gauche qui déçoivent autant qu'il y a des hommes de droite qui déçoivent. Et il y a des hommes de droite qui satisfont, comme il y a des hommes de gauche qui satisfont aussi, qui sont très bien. Bon. Donc, moi, aujourd'hui, sincèrement, quand je regarde l'histoire aujourd'hui, quand je vois tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai connu, tout ce que je n'ai pas appris quand j'étais gamin, ben, je te dis sincèrement, je ne me sens pas tellement de droite. Franchement, je te le dis. Après, pour revenir à Jean Bali, Jean Bali c'est un béquet. Bon, il le disait, hein, il ne se cachait pas, hein, mais c'est un monsieur qui m'a appris une chose, c'est la charité. Ce qu'on appelle la charité. Ça veut dire que
c'est un gars Juste pour qui information pour les gens qui nous regardent monsieur. également, il a été maire du Carbet, Jean Il a Bali, été maire du Carbet, conseiller conseiller général général de la de Martinique. 1963 à 2001. Tout à Donc, fait. conseiller général. Il a été maire que 10 ans. Il a été maire de 67 à 77. Bon. Et donc, M. Bali, c'est un homme extraordinaire que j'ai beaucoup aimé. Mais M. Bali, j'ai découvert aussi M. Bali parce que M. Bali n'a pas bien traité M. Laféoné. M. Bali avait passé la mairie à M. Laféoné, mais dans l'espoir que M. Laféoné serait sous ses ordres. Parce que c'était ça aussi. Et Loulou, à un moment donné, a dit, je suis désolé, c'est moi le maire. Et lorsqu'il a dit, c'est moi le maire, eh bien, M. Bali a dit, non, c'est moi le béquet, c'est moi qui commande. Et c'est vrai que je n'ai jamais compris, parce que j'allais dans des groupes de prière avec M. Bali, etc. J'ai dit à Jean, mais Jean, comment tu peux dire que tu es un chrétien, tu es charitable, et puis traiter Loulou de la sorte? Je ne comprends pas. Il faut que tu te réconcilies avec Loulou. Tu vas mourir bientôt, peut-être que je vais mourir avant toi. Il lui a passé quand même le flambeau après. Hein. Oui, il lui a passé le flambeau. Mais à quel prix le pauvre l'a fait venir? Parce que Loulou est un brave type. Hein. Bon, ce n'était pas un fou de guerre, mais il était comme il est. Tu ne peux pas demander à un homme d'être différent de ce qu'il est. Sous prétexte qu'on obéit en place mais ou que c'est comme ça il fonctionnait, ce n'est pas autrement. Non, tu comprends? C'est-à-dire que Bali voulait que Loulou soit là, mais comme si c'est un secrétaire de mairie et puis c'est lui à qui il donne des ordres. Tu comprends? Ce n'est pas comme ça. Et Loulou, bon, je comprends Loulou. J'ai compris Loulou avec le temps. Tu comprends? Donc, chemin faisant, bon, j'ai demandé à M. Bali d'aller voir Loulou un jour avec moi. Je n'ai jamais raconté ça, je le dis. Il m'a dit, eh bien, puisque tu veux qu'on aille voir Loulou, on va voir Loulou. On est allé chez Loulou. Il fallait voir comment M. Bali a parlé à Loulou. Hein. Mais tu sais, Loulou, c'est un gars, c'est pas un gars qui, tu vois, et c'est un gars, enfin, plus il est plus là, plus je le découvre, en fait. C'est terrible, hein, quand quelqu'un est vivant, tu ne le découvres pas autant que lorsqu'il est mort. Loulou, ce n'est pas un gars, c'est un gars qui est respectueux de l'ordre établi. C'est-à-dire que pour lui, M. Bali représente, si tu veux, son aîné, donc il n'a pas réagi. Il est resté un peu dubitatif, tu vois, parce qu'il a dit, M. Bali lui a dit devant moi, mais Loulou, dis-moi ce que je t'ai fait pour qu'on puisse arrêter cette guerre. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu as dit Béchéa, et ceci, cela? Loulou a dit oui, mais je ne sais pas pourquoi tu me dis ça, mais bon, Loulou est resté comme ça. Et puis il n'a rien dit. Mais j'ai appris que M. Bali a vendu là où Loulou habitait. Oui, tout à fait. Là où il habitait. Il paraît qu'il a fait je ne sais pas combien d'actes pour vendre ce terrain-là à Loulou. Donc, M. Bali n'est pas non plus tout blanc, hein, même si c'était un béquet. Et il faut comprendre. Tu comprends? C'est facile de dire M. Bali, c'était mon ami. Je ne veux pas dire que c'était son anniversaire le 8 novembre. Il aurait eu quoi? 93 ans. 93 ans, ouais. 93 ans. Hein? M. Bali, non, 80, oui, 93 ans. Il aurait eu 93 ans. Et M. Bali, je l'ai beaucoup aimé. Et c'est un gars qui m'a beaucoup aimé aussi. Beaucoup. Il m'a apporté beaucoup en politique. Est-ce que ça te forge aussi? Est-ce que ça t'apprend beaucoup de choses et ça te permet si tu te lances dans la politique, ça t'apprend beaucoup de choses. C'est une bonne expérience, on va dire ça comme ça. C'est une expérience formidable avec ces gens-là. Et je vais te dire, j'ai une chose chez moi. Depuis l'âge de 13 ans, je fréquentais que des personnes âgées parce que ce sont des mémoires ouvertes, ce sont des livres ouverts, ce sont des mémoires vivantes. Quand on va dire dans la bibliothèque. Voilà. Et j'ai fréquenté beaucoup de gens, beaucoup de gens, des gens du Carbet, même qui habitaient à Saint-Pierre, que j'ai connus, qui m'ont raconté des histoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand je parle de l'histoire, je raconte beaucoup de choses, mais ce sont des choses que je tiens de personnes d'un certain âge. On a constaté aussi chez toi, tu as de l'humour. Même pendant une période difficile, même quand il y a un décès, tu as des prises de parole. Je me souviens de fameux Doméis Mako. Est-ce que tu peux nous raconter ça? Alors, effectivement, je te remercie. Effectivement, j'avais oublié cet aspect. À ce côté-là. Le brave Mathurin, d'ailleurs, Mathurin, Père à son âme, hein? Père à son âme, qui est un copain, un ami, et qui a entretenu cette guerre entre Laféoné et Bali. Hein, tout à fait. Lui, il était au milieu. Hein, c'est pour te dire, bon, soit, c'est pas grave, paix à son âme. Il a fait de très bonnes choses. Et je suis très bien avec ses enfants, très bien avec tout le monde. Et Mathurin était l'ami, ce qu'on l'appelait vulgairement le doc de Bali,
puisque c'était l'homme de paille de Bali. C'est lui qui allait, qui menait, qui distribuait de l'argent aux gens, pour certains. Hein, ça se faisait. Hein, c'est pas des sommes extraordinaires, mais il aidait celui-là. Et voilà. Donc, bref, c'est lui qui faisait ça. Il représentait ce qu'on appelle la pègre locale. Hein. Et puis, c'est un médiateur, quoi. Est-ce qu'on peut dire que c'est un médiateur en quelque sorte? Si on veut, mais il le faisait à sa manière. À sa manière. Parce que c'était un spécialiste, c'était un gros manipulateur, Mathurin. Bon. Il venait, il disait, monsieur Bali, monsieur tel pas époux, hein, monsieur Jean, tel pas époux. Alors, monsieur Bali lui disait, est-ce qu'il dit ça, est-ce que mon dit ça, même? Il dit, mais qui ça va dire là, monsieur Bali? Comment est-ce que monsieur Jean Macadou, monsieur Alfonso pas époux ou quoi? Il a dit, mais Mathurin, c'est vous dites, est-ce qu'Alfonso Dou, lui-même, il pas. Alors, j'étais là, debout là, hein, bref. Et Mathurin, c'était un coqueur, parce que le coqueur qu'on appelle chez nous, c'était un homme qui levait des coqs. Hein? Absolument. Et c'était un coqueur dans le sens créole aussi. Bon, et il aimait beaucoup les femmes. Et pendant la guerre, on avait couru un bruit que les militaires, enfin, les Allemands mangeaient les Antillais. Mangeaient. Ce n'est pas des blagues que je raconte là. On peut demander ça. Je sais. Et alors, un soir, M. Bali était avec, je ne sais pas qui c'est, si c'est Guy de la Houssée, je ne sais pas qui c'est, avec qui il était, avec un autre béquet. Et puis, ils ont vu Mathurin qui sortait derrière une femme. Mais à l'époque, il faisait noir. Alors, ils sont allés avec leur jeep. Et puis, il y avait la Jeep, tu sais, c'était la Jeep avec la petite lumière longue comme ça. Tu sais, parce que ce sont des trucs militaires. Hein. Alors, avec la Jeep, et ils l'ont suivi. Et quand Mathurin a vu la Jeep militaire, Mathurin prend courir. Et puis, il paye. Et jusqu'à la mort de Mathurin, Mathurin a dit à M. Bali, moi, d'où c'est Allemand qui t'a couru derrière moi pour manger. Et M. Bali lui dit, mais Mathurin, c'est nous qui faisons ça. Non, rien à faire, il ne voulait pas. Alors, ce qui m'amène à te dire que bien sûr, mon bouc, quand il est mort, parce que c'était beaucoup moins, ça fait moins chier. Bon, je l'ai vu quelque temps avant de mourir. Il ne m'a même pas reconnu. Et puis après, quand je lui ai dit que c'est moi, il m'a dit, ah, Thierry, Claveau, c'est parce qu'il me disait, Claveau, c'est où, et ceci et cela. Et bien sûr, je me suis effondré en larmes, parce que tu imagines un gars qui était toujours bien vaillant, et puis tout ça. Bref. Et puis il meurt. Alors, il meurt, et puis je dis à Véronique, sa fille, je dis, vois avec tes frères, et moi, j'aimerais bien lui rendre hommage. Et puis, le matin, parce que ça s'est passé un matin, je crois, ou un après-midi, je ne sais plus. Je regarde, je fais l'éloge, j'écris, et puis ça, c'est pas un truc qui m'est venu à l'esprit, j'ai pensé à la chanson d'Oméis. D'Oméis Paco. Et puis, j'arrive, et puis je commence mon éloge funèbre, et je dis, Mathurin, alors je rappelle des histoires, je raconte que, par exemple, il y a un truc qu'il faisait quand il travaillait chez Bali, parce qu'il travaillait chez Bali avant, il travaillait chez Bali, il allait souvent avec M. Bali lui disait, M. Jean Bali, hein, lui disait, oui, de faire ci, de faire ça, d'aller faire ci pour lui, d'aller machin. Et la mère Bali lui disait toujours, Mathurin, où sont imbécile? Mathurin, où sont couillons? Alors lui, il répondait, oui, madame. Oui, madame. Et puis, il disait aussi, la disait, où sont feignants? Oui, madame. Après, à la fin, lorsque Mme Bali se rendait compte, la mère de Jean Bali, hein, la mère, elle se rendait compte que et Mathurin se foutait de sa gueule. Elle dit, Mathurin, pas fiché quoi, dis-moi alors. Il a répondu, oui, madame. Alors, Mathurin, c'est un personnage extraordinaire. Et alors, j'arrive là, je commence à raconter tout ça. Et je dis, Mathurin était aussi ce tribun des campagnes électorales qui parlait souvent de Mapoupette et Rambert, que tu as peut-être connu. C'était deux personnes, je crois, qui habitaient la Joux, je ne sais pas où ça, que je n'ai pas connu, hein, j'ai entendu parler. Il disait que M. Mouliès et sa femme étaient comme Mapoupette et Rambert. Alors, je ne sais pas. Bref. Et Mapoupette, c'était une femme très coquette, d'après ce qu'on m'a dit. Et voilà. Bon, soit. Et puis, je suis arrivé au moment où il dit, Mathurin était aussi ce Doméis qui fait Iche et puis cousine, marraine, Matatli. Et tout le monde, dans leur souffrance, comment tout le monde s'est mis à rire dans l'église, parce que c'est vrai. Et son fils, je te dis ça, l'un de ses fils que je ne connaissais pas, hein, un enfant, parce qu'il dit, je tout pas tout, Mathurin. Oui. Il m'a appelé pour me dire, ah mon Dieu, monsieur Claveau, je veux que tu me donnes le texte. Je lui ai donné le texte ça m'a vraiment touché ce jour-là. Et le maire du Carbet,
Jean-Claude Granville est venu me dire, Thierry, même dans la souffrance des gens, tu as réussi à faire rigoler les gens. Et en fait, mais ça se passait avant, quand on faisait les crack, il y avait de l'humour ah, aussi. ça, oui, d'accord. Mais là, c'était une éloge funèbre. Personne ne s'attendait à ce que je dise ça. Et effectivement, ça illustrait bien le personnage. Parce qu'au final, je veux te dire une chose aussi que tu ne sais pas. C'est que la chanson d'Oméis Bako, tu sais qui c'est qui a écrit cette chanson? Ah, vous pas ça. Moi, je sais que ça a été chez Jean-Philippe Martelly. Nemo. Nemo. Qui a repris ça. Mais c'est Alain Joséphine qui a écrit cette chanson. Et oui. Alain Joséphine. Alain Joséphine qui jouait dans les Léopards, qui était de Saint-Pierre. Et Alain Joséphine avait chanté ça parce qu'il y a un gars qui a l'original, hein, mais le problème, c'est qu'il n'avait pas déposé. Il n'avait pas déposé. Donc étant donné que Nemo, il est du Mont-Nevers, donc il a récupéré. Mais je connais quelqu'un qui a la bande originale. Tout à l'heure, là, juste une petite parenthèse, juste un petit coucou à Jacques Joël qui a joué également dans les Léopards. J'avais oublié. Ah oui, tout à fait, absolument. Jacques Joël, un petit coucou. Un gars formidable qui a comment dirais-je, qui a une comment ça s'appelle, mon Dieu, comment dirais-je, enfin, qui possède des capacités enfin, très anciens. Ah oui, extraordinaire. Il faisait très belle émission sur Radio Carbé à l'époque. Et donc, tout ça pour te dire que c'est Alain Joséphine qui a écrit cette chanson et elle a été reprise par Nemo. Si Nemo est un gars honnête, il faut qu'il reconnaisse un jour, même si ça n'a aucune espèce d'impact, que ce n'est pas lui qui a écrit cette chanson, mais c'est Alain Joséphine qui a écrit Doméis Mako. C'est moi qui te le dis. Voilà. Mais je suis très heureux de parler de Martinet et de Marcel Etinoff aussi, la maman d'Yvlise Etinoff. D'Yvlise Etinoff aussi, qui a été ma collaboratrice à la mairie du Carbet. Ce sont des gens qui m'aiment beaucoup et que j'aime énormément. Tu peux lancer des coucous aussi, il n'y a pas de souci d'avoir un petit bonjour. Un coucou à tous ces gens-là et à tous ceux qui m'ont fait du tort et qui m'ont fait du bien aussi. Et il y en a qui m'ont fait du tort et du bien, il y en a qui m'ont fait du bien et du tort. Mais ça existe partout et j'ai envie de vous lancer un grand message de paix. Mais je veux lancer un petit coucou, enfin un petit hommage particulier à Marcel Etinoff parce que Madame Renfort, hein, qui était conseillère municipale, qui était une dame extraordinaire, d'une gentillesse débordante. Je veux parler de Monique Martin qui a travaillé 47 ans, Monique Martin à la mairie du Carbet, 47 ans de service effectif, c'est-à-dire qu'on n'a pas compté ses enfants pour faire sa retraite. Elle a connu la commission, la délégation spéciale sous le gouvernement de Vichy. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et Monique a été une femme extraordinaire. Madame Marcet, bien entendu. Pas tenu non plus. Hein. Ah non, bien sûr, mais d'ailleurs, c'est lui qui a apporté. Depuis le moment où il veut Carbet, et puis quand c'est mon dame fait stage, et je peux te dire Marcel Etinoff et tout ça aussi, pas de rigoler. Et donc, et Madame Marcet, effectivement, était une femme extraordinaire aussi, qui était, bon, elle avait un cœur. Ce qui était bien avec Madame Marcet, c'est qu'on avait l'impression que c'était une personne qui était en quelque part un peu méchante des fois, mais c'est une personne qui savait se remettre en cause. Et contrairement à ce qu'on croit, elle revenait vers vous, elle vous disait, je reconnais mon erreur. Et c'est vrai que je garde de très bons souvenirs de ces gens-là. Et puis, une sacrée écriture, Madame Marcy, parce que c'est elle qui faisait tous les registres d'état civil. Extraordinaire. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour et puis c'est comme ça se passe. Je vous donne la parole, on s'exprime, que ce soit au Carbet, Saint-Pierre, à la Martinique également, la Guadeloupe, vous êtes Guadeloupéen, il n'y a pas de souci, haïtien, si vous voulez vous exprimer, et la Réunion, etc. C'est comme ça se passe. Alfonso Noula, donc à Bail la voix, on donne la parole à tout le monde et puis aux élus également politiques si vous voulez participer. De toute façon, le contact, c'est alfonso.nu.la@gmail.com. Voilà. Un grand merci à toi. Mais avant de partir, j'ai une surprise pour toi. Des personnes qui veulent te dire un petit bonjour. Écoute. Salut Thierry, c'est Christian. C'était pour te faire un petit coucou parce que voilà, Alfonso m'a contacté et voilà, toute la famille, on est présent pour te faire un petit coucou et te faire savoir qu'on est tous là avec toi pour cette interview et tous les jours d'ailleurs, même si on est loin. Coucou tonton, c'est Quentin. Coucou tonton, c'est Nathan. Coucou Thierry, c'est Steph, gros bisous. Allez, on fait
Donc, on te fait de gros bisous et puis à bientôt, très bientôt, j'espère. Voilà. Alors, tu as voulu me faire pleurer là au dernier moment là, hein? C'est Ouais, ma famille, ce sont des gens qui m'aiment et que j'aime. Ce sont mes neveux qui m'aiment beaucoup, qui m'adorent et ma belle-sœur, bien sûr. Ben, je suis très, très touché. Je ne savais pas que tu avais les coordonnées de Christian. Et c'est très bien. Nous sommes ou plus fort que les enseignements généraux, mon vieux. Et- Il y avait Non, d'autres non, surprises, mais je on suis, pouvait parler de la je radio leur- Carbet, bien sûr. On va faire, non, mais je leur transmets également tout mon amour et je sais que je ne suis pas un tonton facile, ni un beau-frère facile, ni un frère facile, parce que ça ne s'est pas toujours bien passé, hein, parce que tu sais, moi, je suis quelqu'un de je te sens très carré. ému. Mon frère était plus voyou. Tu vois, c'était le gars, tout le monde qui allait tout partout, qui a couru, qui a fait comme ça. Moi, ce n'était pas mon truc quand j'avais son âge, tu comprends, quand j'étais plus jeune, quand nous étions plus jeunes. Donc, j'étais plus un peu carré, j'allais à la messe, j'étais, tu vois. Bon, bref, actuellement, peut-être devenu plus vagabond, hein, ça se trouvait. Mais enfin, j'ai peut-être pas les moyens d'être plus vagabond. Mais en tout cas, c'est vrai que j'ai peut-être été dur avec tout ce monde-là. Même, je pense à mes neveux aussi, à Brigitte, ma nièce, Brigitte Lachoumia, qui est ma nièce, la fille de mon frère. Je reprends Michael Lachoumia, qui est mon neveu aussi. J'étais très dur avec ces enfants-là quand j'étais petit. Même mon neveu qui a à Louego, comme il s'appelle, Kevin Jean-Baptiste, c'est mon neveu, et le fils de ma sœur. Tous ces enfants-là, j'étais très dur avec eux quand j'étais petit. Hein, je ne rigolais pas. Et Carl et tous ces gens-là, ces enfants-là. Mais c'est vrai que après, bon, chemin faisant, c'est parce que je les aime beaucoup. Je pense notamment à un qui n'est pas tout à fait mon neveu, mais que j'ai beaucoup aimé, que je considérais comme mon neveu, c'était Donatien Le Cuyer Lafayette. Il est parti, il est mort, il avait 36 ans et je suis très affecté de ça. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas guéri. C'est un enfant qui a manqué beaucoup d'amour. Donc, voilà, donc je te remercie de cette dernière note qui me touche énormément et je salue ma famille, je salue mon frère et je leur dis que je les aime tous et j'espère les retrouver très prochainement. Voilà, merci Alfonso, tu es un salopard, hein, tu es vraiment un sacré Non. boulot, hein. Vraiment, hein. Là, tu sais qui prend, vraiment, je te découvre, hein, franchement. Hein. Voilà. Tu me découvres franchement? Ah oui, je te découvre À parce que je ne quel savais pas niveau? que tu allais me réserver ça. Hein, parce que je dois t'avouer que j'ai failli verser des larmes. Mais ça va, j'ai pu reprendre le dessus. D'accord. Eh bien, en tout cas, je te remercie. Et puis, ton mot de Moi la fin? aussi, mon ami. Et puis, à très bientôt, j'espère. Et puis, on ira boire un verre à Paris. Tout à fait. Merci Voilà. beaucoup. C'est comme ça, À ça se bientôt. passe. Alors, contactez-moi et puis voilà, je vous donne la parole. On s'exprime. Bien. C'est votre émission. Merci de nous suivre, que ce soit à Djibouti, au Maroc, à Basse-Pointe, ou à Sainte-Anne, ou à Basse-Terre, ou également à La Réunion, Saint-Pierre-La Réunion, etc. Ou à Port-au-Prince. Alors, Oui. merci de nous suivre. Merci d'être avec nous. Et puis, je profite pour saluer tous les téléspectateurs qui m'encouragent également de par le monde. Merci beaucoup. Merci et à très bientôt. On peut dire Titi? C'est comme ça qu'on t'appelle. Merci Titi et à bientôt. À bientôt. Merci encore. Alfonso, nous là, conquin, couton, conquin. Alfonso, nous là, pas qu'à te biche. Nous là.